Salut YouTube, j'espère que ça va bien et que le mois de décembre est bon. Je regarde un petit peu mon calendrier, je vois qu'au moment d'enregistrer cette intro, on est le lundi 18 décembre. Et vous le voyez dans le titre, c'est la vidéo des jeux découverts au mois de novembre. Et oui, il y a un peu de retard. C'est la vie, c'est pas grave. Celle de décembre aura sans doute aussi un peu de retard, mais c'est pas très important, c'est comme ça. Et pourquoi est-ce que j'ai du retard ? Déjà parce que j'ai du retard et que c'est mon droit, mais surtout parce que aussi j'ai fait je sais pas si vous avez un peu suivi, mais sur l'onglet Shorts, le calendrier de décembre, donc une espèce de calendrier de l'Avent consacré à des jeux de cartes, que ce soit des jeux de plis, de défausse, d'escalade, toujours en moins d'une minute, donc allez voir ça si ce n'est pas encore le cas. Alors comme d'habitude dans ces vidéos, on va dérouler un petit peu déception, puis les trucs que j'ai bien aimés, puis les tops. Comme toujours, ça peut être des choses éditées, parfois pas, ça peut aussi être des choses éditées en français, parfois pas, ça peut aussi être des choses récentes, ou des vieux trucs, voilà. Et je vais pas les dérouler par ordre de préférence, mais par ordre alphabétique. Et au niveau des images que j'utilise, des visuels, alors quand je peux, j'utilise les visuels des éditeurs, parce que c'est leur taf, c'est pas le mien, et d'ailleurs si c'était le mien, il serait très médiocre, parce que je suis nul en prise de photo, il y a juste quelques jeux où j'en ai pris, parce que vraiment c'était introuvable. Sinon, je remercie toujours Eric, de What's Eric Playing, qui me permet, je l'avais contacté il y a quelques mois, enfin en début d'année, pour savoir si je pouvais utiliser ses images, il m'a dit oui, donc merci à lui, parce que lui il fait des belles photos, donc c'est cool, allez voir son Instagram, son site, je vous mets tout ça à chaque fois en description, et également dans un jeu qui sera dans les flops, j'utiliserai une vidéo de Taylor Trick Taking Table, je vous ai parlé plusieurs fois de sa chaîne où il parle de jeux de plis, parce que pareil, pour le coup, il y avait vraiment pas grand chose. On va se lancer, avant ça comme d'habitude. Ah oui, une anecdote, je crois que c'est le premier bilan du mois où il n'y aura pas de jeu de Reiner Knizia. Incroyable, je parlerai quand même de lui ici et là, mais il n'y aura pas aucun de ces jeux pour une fois. Je crois que c'est la première fois, dites-moi si je me trompe, mais donc pas de Knizia. Comme d'habitude, je compte sur vous sur les petits pouces pour, si vous aimez, si vous aimez pas la peine d'en mettre, vous pouvez même mettre des pouces en bas, c'est votre plus parfait droit. Vous pouvez commenter en dessous de la vidéo avec vos découvertes à vous, bien commenter les miennes. N'hésitez pas aussi à partager avec vos proches sur les réseaux, etc. Pareil, je m'appesantis pas dessus, mais il y a un petit Buy Me a Coffee, je vous mets un petit QR code. Si jamais vous avez trop d'argent, parce que si vous regardez cette vidéo, que vous aimez le jeu de société, alors désolé si c'est pas votre cas, mais il y a de fortes chances que vous ayez de l'argent quand même, et que vous soyez pas à plaindre. C'est comme ça, c'est le média qui veut ça. Mais si vous avez de l'argent, que vous savez pas l'utiliser, que vous avez personne de mieux à qui le donner, et que évidemment ça vous engage à rien, enfin en tout cas moi ça ne m'engage à rien si vous m'en donnez, il y a pas de contrepartie, mais je vous mets le petit Buy Me a Coffee qui va bien. Donc voilà pour une introduction du 18 décembre. Voilà. Et on va pouvoir se lancer en commençant comme toujours par les déceptions. On va me dire, oui, oh, vous êtes un con, vous allez jeter ça. Oui, je le jette, parce que ça, c'est honteux, ça. C'est pas de la charcuterie, ça, c'est de la merde. Ça fait pas mal de temps que Biblios, il est un peu dans mon radar ludique. Alors pas comme jeu culte, mais plutôt comme un jeu de son époque, et c'est un nom que j'ai entendu plusieurs fois. Et alors plus récemment, j'ai découvert depuis quelques mois le podcast américain Board Game Barrage, je m'écoute pas mal d'épisodes, et il y a notamment un des intervenants pour qui Biblios c'est un peu, j'ai l'impression, le jeu de sa vie, il le cite dès que possible. Et alors en parallèle est arrivé en version mobile Biblios Dice, et du coup c'était l'occasion de voir cette adaptation qui est pas donnée en termes d'application, et si c'était à refaire, je vous avoue que je m'éviterais l'achat. Alors dans Biblios Dice, on monte sur des pistes, on va choisir des groupes de dés qui ont la même face, et chacune son tour, on va prendre ces dés là et progresser sur ces pistes. On peut aussi faire une relance en sacrifiant un point de victoire si c'est nous le joueur ou la joueuse active, et voilà, donc plus on monte sur les pistes, plus on va gagner des points de victoire. C'est une espèce de course qui se couple à un scoring de fin de partie qui va dépendre de la valeur de chaque colonne, et cette valeur-là, elle peut varier grâce à certains dés notamment. Alors ça va mener à des feelings un peu d'alliance potentielle pour essayer de garder une colonne assez intéressante parce qu'on est plusieurs personnes à être intéressées, ou au contraire on va parfois pourrir une autre colonne où on sent qu'on est un peu plus faible que les autres. À ça vous rajoutez une phase qui, moi, c'est ce qui me convainc le plus un peu dans le jeu. C'est en fait, il y a un des dés, c'est le marché, et lorsqu'on atteint 7 en valeur de marché, en cumulé après plusieurs lancers, quand on atteint 7, donc la personne qui est active lorsque le 7 est atteint, eh ben on doit séparer les dés en deux groupes, et on va faire une petite phase d'enchère avec des cartes, et en gros les personnes qui ont fait les meilleures enchères, les deux
personnes qui ont fait les meilleures enchères vont devoir dépenser tout ou partie de leur investissement, qui sont des pièces qu'on va récupérer avec là aussi d'autres dés pendant la partie. C'est des phases où vraiment, pour le coup, assez importantes en termes de progression sur les pistes si on tombe sur les bons dés, et donc il faut préparer ces phases-là lors des autres moments, entre deux phases de marché, il faut penser à récupérer un peu des pièces. Mais bon voilà, c'est tout, ça m'emballe pas spécialement, je trouve ça vraiment assez téléphoné à chaque fois. Alors évidemment, dans ce genre de jeu où il y a un peu du shared incentive, comme on dit aux États-Unis, il y a le fait de jouer sur appli, ça nuit à la dynamique qui peut naître autour d'une table, parce que évidemment c'est un jeu où on va discuter, on va essayer d'attirer des adversaires sur certaines colonnes qui vont nous intéresser, mais bon, je trouve que dans l'ensemble la proposition est quand même un peu fade, un peu plate, que ce soit dans ces systèmes de choix de dés, qui ont vraiment aucune originalité, ou dans la manière de scorer. Alors bon, je reste quand même curieux du Biblios d'origine. Quand j'ai donné mon avis notamment sur cette version là sur Mastodon, on m'a redit que vraiment c'est un jeu où ça vaut le coup quand même de lui laisser sa chance, en espérant effectivement que ce soit une meilleure découverte, peut-être que je vous en parlerai en 2024. Alors Caboodle, je crois que c'est un jeu qui est auto-édité, je sais même pas s'il est disponible ou quoi, mais en tout cas on peut l'essayer sur Board Game Arena et c'est là que j'en ai fait quelques parties, et on est vraiment dans un truc dans l'affiliation d'un Quirkle, avec en plus un système de dominos qui va donner une contrainte de pause, puisqu'il faut que, voilà, comme dans les dominos, que ça corresponde. Et l'idée c'est que une fois qu'on a posé notre tuile, on va scorer autant de points que de symboles qui appartiennent à là ou aux zones qu'on vient de créer. Alors j'imagine que là, avec ce que vous avez sous les yeux, si vous êtes sur la vidéo, c'est un peu plus parlant. C'est tout con, c'est un peu soumis à l'aléa de la pioche, c'est pas une rivière commune, on a chacun notre petite main. À son tour, il va quand même falloir, de manière un peu trop calculatoire à mon goût, on va pouvoir analyser, c'est là que je vais gagner le plus de points à ce moment-là, et puis peut-être que voilà. Mais heureusement, pour éviter que ce soit entièrement calculatoire et juste du je fais mon meilleur coup, il y a l'enjeu éventuel de bloquer les autres en rendant des configurations un peu plus difficiles ou impossibles à continuer, pour que en fait les autres s'appuient pas trop sur ce qu'on vient de faire. Il y a aussi le fait parfois de faire peut-être un peu moins de points à ce tour-ci, mais de préparer un truc pour un tour suivant. Bon, voilà, c'est rien de merveilleux quand même, il y a assez peu de subtilité, assez peu d'enjeux, très peu de sentiments nouveaux en termes de sentiments de jeu. J'ai un peu l'impression, que Caboodle ça sert pas à grand chose dans un monde où il y a des propositions comme Quirkle qui existent déjà, mais bon, si vraiment c'est votre genre, vous pouvez toujours essayer sur Board Game Arena pour vous faire une idée, et je suis pas sûr pour le coup que ce soit très facile à trouver en physique. Allez, premier jeu de pli du mois avec cette sortie de 2014, que c'est Cyrus qui a pu, je crois, ramener des Suns dans une version qui était illustrée par Clemens Franz, ce qui, ça saute pas aux yeux quand on voit la boîte et qu'on est habitué aux illustrations de Clemens Franz. Il l'a ramené, je crois, il l'a trouvé vraiment pas cher dans les bons plans des Suns. Alors c'est quand même 5 ans avant The Crew, et on est encore dans du jeu de pli coopératif, donc voilà. The Crew n'est pas le premier dans le genre, pas du tout. Et c'est uniquement à 3, ce que ça j'aime plutôt, quand il y a une configuration unique de personnes, j'en ai parlé avec Robotrick le mois dernier, et si possible on doit suivre à la couleur, c'est du must follow. Alors bon, je parlais de The Crew, mais attention, le résultat est quand même moins brillant, c'est moins renversant, même s'il y a ici et là quelques choix qui sont intéressants. Alors c'est pas vraiment des missions à accomplir comme dans... Enfin en tout cas pas comme dans The Crew, c'est pas une mission qu'on doit accomplir et réussir, c'est plutôt qu'on va avoir plusieurs objectifs qu'on peut aussi considérer comme des missions qui vont être en cours, et on va les compléter petit à petit en fait au cours des plis selon les valeurs qu'on va atteindre par certaines couleurs lors du pli. Alors contrairement à The Crew, où c'est vraiment tu réussis ou non la mission, là on va avoir une échelle de réussite selon notre score final, ce qui vous le savez c'est une dynamique que j'aime un peu moins, mais bon, il y a quand même quelques espaces de décision intéressants du côté des coupes qu'on va essayer de se créer, de celles qu'on va essayer de prendre en compte lorsqu'on connaît celles de nos partenaires, sur le fait de parfois on se dit ça vaudrait le coup que là je reprenne la main, également aussi sur le choix des objectifs, puisque on va régulièrement remettre, et il y a 3 niveaux d'objectifs, et vraiment on fait des choix en fonction de la main qu'on a. Alors même si c'est juste à 3, je vous avoue que dans cette configuration, moi j'aurais sans doute tendance à sortir d'autres jeux. Je trouve que quand même, on manque souvent d'enjeux, de moments vraiment passionnants. Après, bon, c'était pas un moment désagréable, je suis content de l'avoir découvert, surtout qu'encore une fois... je crois qu'il l'avait eu à moins de 5 €, Cyrus, et honnêtement pour ce prix-là, même si je suis pas du genre trop à lier le prix à l'intérêt de posséder un jeu, mais voilà, c'est pas un gros investissement, c'est pas une mauvaise acquisition si vous le trouvez. J'avoue que moi, même si il y a les limites que j'ai pointées et tout, si je le vois au même prix, je pourrais tout à fait me laisser tenter pour une partie de temps en temps. Une fois de plus, Phil Walker Harding prouve sa faculté à être aux extrémités de la production ludique en termes de qualité, parce que pour petit rappel, c'est le mec derrière des choses aussi réussies que Sushigo, que Silver and Gold, que Kakao, mais avec Spellbook on est plus du côté de Cozy Kaza qui était une des expériences pour moi les plus ennuyeuses de l'année. Alors Spellbook on est dans du jeu où on essaye de rendre des sorts à disposition, on va essayer de apprendre des sorts pour avoir de plus en plus de contrôle et de moyens d'avoir la main un peu sur le système de jeu, pour contrer l'aléa, etc., pour marquer des points et compagnie et compagnie.
Alors il y a cette idée un peu de crescendo, de construction de synergie, voire même de création de combos. Et moi je vous avoue que je pensais que Phil Walker Harding c'était un genre qui maîtrisait la construction de moteurs, parce que j'aime plutôt Gizmo, je trouve que c'est assez bien, la manière dont certains effets peuvent s'enchaîner en cascade et tout. Bah là non, y a rien qui décolle, le système il offre pas vraiment de montée en puissance, il offre pas vraiment de satisfaction non plus, même quand on a réussi à faire des sorts. La structure de base elle est ennuyeuse à mourir, il y a 3 phases qui sont très plan-plan, c'est très répétitif aussi au niveau des actions. En plus, les actions sont pas intéressantes, et quand on pense que ça commence à potentiellement devenir un peu moins nul, et ben ça y est, c'est déjà fini. De ce point de vue, ça me rappelle un petit peu Dice Forge, où je trouvais que la fin de partie était un peu agaçante, parce que c'est vraiment là où on commençait à avoir les dés qui donnaient un peu plus de possibilités. Alors bon, il paraît que le jeu de base, avec les sorts de base, donc ce qui est quand même conseillé pour découvrir le jeu, c'est parce qu'il rend honneur au jeu, ce qui déjà est un problème, parce que si la configuration recommandée pour découvrir c'est nul, ben j'ai pas envie d'y revenir moi, hein. Même si on me promet d'ailleurs que c'est les autres sorts qui donnent du sel au jeu, je veux dire, j'ai fait une partie nulle, bah en fait j'ai pas envie de rejouer alors que j'ai plein de bons jeux qui m'attendent. Mais bon, c'est pas le premier jeu dans ce cas, il y a pas mal de jeux qui, comme ça, il y a cette volonté de toucher plus de monde et d'être plus accessible, et du coup ils disent, bah ça c'est la configuration de départ, bon elle est nulle, elle va pas donner tout le sel au jeu, mais c'est bien pour découvrir. Mais en fait, si c'est nul, j'ai pas envie d'aller plus loin, mon gars. Et tu prouves que ton système, juste, il est pas solide. Parfois, c'est une bonne idée, mais souvent, voilà, je trouve que c'est un peu un échec. Alors par acquis de conscience, et malgré vraiment mon rejet initial du système que de toute façon je le trouvais assez faible et je voyais mal pourquoi juste d'autres cartes le rendraient intéressant. Après ma première partie, j'ai lu les autres cartes. D'abord j'ai lu juste, je me suis dit bon peut-être, et j'ai essayé aussi avec un mélange de sorts, donc en mélangeant vraiment tout, en mode random. Alors effectivement, il y a des pouvoirs qui sont un poil plus intéressants, qui offrent d'autres dynamiques, mais pas au point de rendre le jeu ne serait-ce que correct. La faute à une structure et une dynamique globale qui reste, que ce soit les sorts de base ou pas, et qui est ratée. Sans compter que même si c'est moins pire, ben... les pouvoirs ils sont pas fun, les combinaisons elles sont pas très rigolotes, et encore une fois ouais le rythme et la structure c'est vraiment super chiant. C'est pour moi ouais un beau ratage, c'est un jeu dont l'absence sur le marché ne manquerait à personne, et plutôt que ça bah en fait voilà c'est un jeu qui a la force de frappe d'un éditeur comme Space Cowboys, hein, qui a quand même pignon sur rue en termes de marketing, de communication, et c'est un jeu qui est mauvais, qui prend la place en fait en termes de visuel et de communication de jeux qui sont bien meilleurs, mais qui juste sont édités par des gens qui ont un peu moins de force de frappe. Et je vous avoue quoi que ce soit Space Cowboys, bon même si c'est pas le premier raté qu'ils ont là ces dernières années, et aussi Phil Walker Harding, même si lui non plus c'est pas le seul raté, c'est d'autant plus décevant. Direction les dés avec ce jeu qui est le jeu de Jérémy du mois, hein, ce fameux Jérémy, mon pote qui habite pas loin et qui me fait souvent découvrir des trucs. Alors petit disclaimer, on a joué juste à 2, et c'est sans doute beaucoup plus rigolo à plus, hein, Tatamokatsu. Je suis prêt à lui redonner quelques chances ici et là, à aller suivre mes autres formats pour voir si mon avis évolue après d'autres parties. C'est du jeu un peu idiot, où on va lancer des dés qui ont pas... c'est pas des D6, et selon les résultats il va se passer des trucs, et du coup en fait c'est des dés avec des valeurs, il faut calculer plus vite que les autres le résultat du lancer pour ne pas perdre une vie, c'est un jeu où on perd des vies. Notamment il y a une action qui est très drôle, parce qu'elle est très idiote et très inutile, en fait c'est sur certains résultats on ne fait rien, et juste on se salue un peu comme des judokas en disant le nom du jeu, Tatamokatsu. C'est con, mais c'est drôle. Les moments où tu fais ça c'est idiot, enfin ça sert à rien mais c'est rigolo. Donc je parlais des vies qu'on pouvait perdre, parce que c'est un jeu à élimination, mais ce qui est drôle c'est que ces vies là en fait au lieu d'être des jetons, bah en fait c'est nos doigts, et quand on perd un doigt, bah on peut plus l'utiliser, que ce soit pour lancer ou pour récupérer les dés, ce qui donne régulièrement des situations absurdes et amusantes où on essaye de récupérer avec un petit doigt ou quoi. Bon, y a moyen de les récupérer ici et là, les doigts, avec certains pouvoirs, mais bon voilà. Bon, l'idée générale, ça reste assez positif, c'est tout con. J'avoue que ouais, pour le coup, la possibilité de regagner des vies, le côté surtout, après avoir lancé les dés, à compter plus vite que les autres, ça c'est vraiment pas mon truc, parce que c'est un jeu d'observation et rapidité, mais aussi où il faut compter vite. Je trouve que le rythme général du jeu, bon, c'est rigolo, hein, mais pas non plus inoubliable, c'est pas très marquant. Si vous avez l'occasion d'essayer, notamment à plus que 2 je pense, pourquoi pas, saluez-vous en disant Tatamokatsu, mais de là en faire une recommandation, il y a un pas que je ne franchirai quand même pas. On finit cette partie avec un jeu qui là encore est pas fondamentalement mauvais, mais juste qui a pas réussi à m'embarquer avec lui. On est dans du jeu avec Tell Me More de création de récit, dans lequel va y avoir une situation, une petite narration qui va nous être donnée, une situation initiale, et des notions sur lesquelles on risque de nous poser des questions par la suite. Donc voilà, ça se traduit par des mots, hein. Et ensuite, une fois qu'on a lu cette situation initiale, on va passer à la création collective de récits pendant quelques minutes, 3 minutes je crois, et puis ensuite on va répondre à des questions. Et il y a un côté un peu magique, j'avoue, de la manière dont on se rend compte que même si
la création d'histoire, parfois ça part un peu dans tous les sens, bah mine de rien, après on arrive quand même à répondre à la plupart des questions, un peu comme si le jeu avait réussi à deviner nos discussions juste à partir de quelques mots pour nous guider. Les fameux petits mots-clés là, sur lesquels on risque d'être interrogé. Alors évidemment, la mémoire peut jouer un peu parce que une notion abordée, dans le flux de parole des 3 minutes, elle peut vite être oubliée, et les 3 minutes passées, on peut vite avoir oublié, ah mince, à quel moment on a parlé de ça. Et parfois aussi, c'est parce qu'on a répondu de manière un peu vague, et ça peut du coup, lorsqu'on doit toutes et tous donner la réponse à la question en même temps, ça peut laisser porter un peu à hésitation. Donc c'est quand même un jeu Tell Me More plutôt malin, qui se prête aussi, je sais que les camarades de Proxy Jeux y ont joué en allant à Essen en voiture, donc c'est assez rare, il y a Black Stories, mais que je trouve un peu redondant et un peu ennuyeux, celui-là s'y prête peut-être un peu plus, mais attention quand même à la personne qui conduit. Donc ouais, plutôt malin. Bon, la phase de récit, de création de récit, ça va beaucoup dépendre des personnes autour de la table, évidemment, comme dans un petit meurtre et fait divers, etc. C'est très clivant forcément, mais je vous avoue que même avec des personnes loquaces et qui ont l'habitude et tout, et qui n'hésitent pas à parler et à créer des situations et qui sont plutôt en improvisation, c'est un peu dommage, mais en 3 minutes seulement, il y a quand même quelques moments de creux où t'es là, où tu sais pas trop, et aussi du coup on est vraiment dans l'improvisation, on va créer un récit, mais il y a quand même ces notions que le jeu nous propose, ces mots-clés. Ce qui fait que parfois, de manière un peu téléphonée, on va aller vers telle ou telle proposition alors que c'est pas fluide, ça fait un tout un poil décousu, donc c'est un peu dommage en termes de création de récit. Et également, même si la qualité de la partie va dépendre des personnes autour de la table, je trouve que, je parlais de petits meurtres et faits divers, ça crée beaucoup plus de rire et de souvenirs, même si le cadre est un peu différent parce que dans Tell Me More on est dans du coopératif et voilà, la proposition n'est pas exactement la même, mais Petit meurtre et faits divers me laisse plus de souvenirs en tout cas. Donc voilà, une proposition intéressante. Si c'est votre genre, je vous invite quand même à la découvrir. Voilà, ça va évidemment dépendre des personnes que vous avez autour de la table, si les personnes sont à l'aise ou pas à l'oral. Il y a en tout cas clairement des bonnes qualités au jeu, de la variété aussi dans les propositions d'histoire, que ce soit en termes de situation initiale, également en termes d'univers, mais je vous avoue que moi, Tell Me More m'a quand même un peu laissé de côté malheureusement. Voilà, on a fini avec les déceptions, les trucs pas terribles, mais bon, il y en avait pas tant que ça, et contrairement à d'autres mois, c'était pas non plus, sauf Spellbook, des trucs que j'ai vraiment trouvé très très mauvais, c'était soit des trucs qui collaient pas avec moi, ou que je ne recommandais quand même pas, mais dans l'ensemble je trouve que c'était quand même un mois plutôt correct. Et donc après ces déceptions, ces trucs que je recommande pas tout à fait, sauf si vraiment le genre vous parle énormément, puis bon, pour Tell Me More ou quoi, je vous propose que sans plus attendre, on passe du bon côté de la force, et nous dirigeons vers les expériences qui étaient plutôt pas mal. Allez, on commence par une bonne surprise de ce mois-ci, parce que je vous avoue que de loin, Ancient Knowledge, ça semblait être le jeu qui allait me faire un peu soupirer d'ennui et râler sur le fait qu'encore une fois on soit face à un jeu qui ressemble à peu près tous les autres et qui procure aucune émotion et qu'il y a un game design super scolaire. Alors attention, c'est quand même un peu le cas. Ancient Knowledge, il n'y a pas grand-chose de particulièrement novateur, ça semble assez convenu. Mais force est de constater que, partie après partie, j'ai réussi à rentrer dedans et il a réussi à m'embarquer avec lui. Parce que sa force, c'est d'abord la diversité de ses cartes, puisqu'on est vraiment dans un jeu de cartes. Alors certaines vont un peu se ressembler, certaines vont être un peu redondantes, mais dans l'ensemble, ça permet vraiment de créer des synergies assez différentes de partie en partie, et chaque partie du coup a assez d'identité, pour donner un peu l'envie d'en refaire, pour essayer autre chose. Les cartes, elles vont se déclencher à différents moments, les cartes technologie vont aussi, elles, parfois avoir un effet sur notre moteur, il y a aussi les artefacts qui vont rester en jeu et qui, eux aussi, vont avoir un peu des spécificités. Alors l'autre truc assez cool, au-delà de ce côté un peu synergie qui existe dans plein d'autres jeux, c'est cette espèce de freeze et cette mécanique de déclin qui est couplée en fait à la menace des points négatifs potentiels, qui est la connaissance qu'on n'a pas su utiliser entre guillemets du vivant du monument, ce qui thématiquement se tient plutôt, je trouve aussi, et ça c'est plutôt cool. Ça crée un tempo, il y a aussi un peu de flexibilité avec la possibilité de placer un monument à un autre endroit si on défausse plus de cartes. Il y a d'autres choix aussi qui sont là du fait que certains effets vont jouer sur l'adjacence plutôt, et malgré tout, il y a pas mal d'ouverture de choix face à notre main, et on a une main qui peut être assez large quand même, mais j'ai pas le sentiment moi d'être dans de l'analysis paralysis, alors que ouais, l'espace de choix me paraît assez important. Mais même là, même dans l'histoire de la taille de main, juste il y a des bonnes idées, parce que contrairement à la plupart des jeux, c'est une limite fixe. C'est pas une limite de fin de tour où on dit à la fin de ton tour tu défausses jusqu'à avoir 10. Non, on peut jamais avoir plus que 10 cartes à aucun moment. C'est un choix assez fort et que je trouve plutôt cool. Et également si les cartes c'est vraiment le cœur du jeu,
et ben la pioche c'est pas quelque chose d'automatique, qu'on fait en début ou en fin de tour, c'est comme dans Wild Space, c'est une action qui est possible dans notre tour, mais c'est une de nos actions, que ce soit parce qu'on fait l'action pioche, qui est un peu le pis-aller, ou bien en engageant des monuments qui sont déjà passés dans le passé, et sauf exception, ça peut être engagé qu'une fois dans la partie. Et là encore, dans cette action-là, qui permet de piocher un peu plus, il y a du tempo, il y a de la décision, parce que on peut choisir de le faire à un moment où vraiment on voudrait avoir des cartes en main, mais on va engager que 1 ou 2 monuments, ou bien on va attendre un peu, parce qu'avec cette action, on va pouvoir en engager plus et récupérer encore plus de cartes. Donc là aussi, un petit peu une question de tempo. Donc voilà, mon feeling, plutôt positif, même si les dynamiques de synergie sont pas forcément très originales. Je note quand même les points négatifs, les fameuses tablettes, qui si on n'a pas réussi à les dégager, vont dans des points négatifs. Alors lors des premières parties, c'est vraiment quelque chose qu'on cherche à éviter. On cherche à faire un moteur qui va nous permettre de supprimer les tablettes pendant qu'elles sont dans le présent. Mais ce qui peut être cool aussi, c'est ça peut finalement, ces points négatifs, devenir des éléments centraux d'un moteur, parce qu'il y a pas mal de cartes qui permettent de construire un moteur autour de ces points négatifs qui vont compenser entre guillemets les points négatifs qu'ils vont apporter. Alors quelques bémols quand même, à commencer par la configuration de jeu. Fondamentalement, c'est un jeu où l'interaction est très mineure. Alors il y a évidemment les cartes technologie à prendre, et je vous avoue qu'il y a certaines cartes qui forcent un peu l'interaction. Il y a un peu ce sentiment-là. J'en avais aussi parlé dans After Us, je crois, où aujourd'hui, dans certains jeux, plutôt que d'assumer le fait que, en fait, on joue solo chacun de son côté, c'est une course, parce que allez écouter l'interview du designer chez Paul Gara, il y a notamment le fait que c'est une course en fait, puisque la partie s'achève en fait quand quelqu'un a 14 monuments, et c'est pas forcément cette personne qui gagne, mais il faut éviter de prendre trop de retard, donc il faut faire attention à ce que fait l'autre. Mais voilà, plutôt que d'assumer comme ça le fait que, ok, c'est pas grave, c'est pas un jeu où il va y avoir beaucoup d'interactions et tout. J'ai l'impression qu'il y a plusieurs jeux cette année qui, pour éviter les reviews qui vont dire « Ah, mais l'interaction, il n'y a pas d'interaction dans ce jeu, c'est donc un point négatif », ce qui est faux entre guillemets, c'est juste une typologie de jeu. Il y a des très bons jeux sans interaction, il y a des jeux pourris avec interaction, et vice-versa. Et ça donne l'impression qu'il y a des jeux qui sortent comme ça pour éviter cette critique, ils vont se forcer à mettre un peu des petits trucs qui font de l'interaction alors que le jeu n'en a pas besoin et que ça fait un peu comme un cheveu sur la soupe. C'est un peu le cas ici. Alors il n'y a pas encore de mode solo officiel, je crois que ça devrait venir plus tard, avec des extensions. Moi j'espère évidemment dans ces extensions des cartes encore plus folles, mais si jamais vous pouvez pas attendre le mode solo, il y a Shem Phillips, qui est quand même un auteur assez reconnu pour toute la série des Pillards de la mer du Nord et compagnie. Shem Phillips a proposé un mode solo qui est dispo sur BGG, je vous mets le lien dans la description, donc ça c'est plutôt une chouette idée. Alors sinon, c'est un jeu qui se dit de 2 à 4. Faut savoir que l'éditeur a proposé un mode par équipe à 4 parce que c'est trop long à 4. Moi je le sortirai jamais à plus de 2. En termes de dynamique, encore une fois, ça présente aucun intérêt sinon de rallonger le temps de jeu, et alors parfois c'est bien un jeu plus long parce que ça va apporter d'autres sentiments. Là non, la durée supplémentaire, c'est juste du temps où tu joues pas, ça apporte rien du tout. Je trouvais aussi que le jeu était un peu lent à démarrer, et je trouvais aussi que le jeu était un peu longuet, et que 14 monuments pour finir c'était un peu long et un peu répétitif. Mais après plusieurs parties, je crois que c'est vraiment la durée qu'il faut pour mettre en place le moteur justement, pour laisser un peu le temps aussi d'en profiter, et pour apporter ce petit crescendo, ce qui manquait à Spellbook, ce qui manque aussi à Diceforge. Là, mine de rien, c'est ce qu'il faut, et on peut un peu profiter de son moteur une fois qu'on l'a mis en place. Et alors je trouve aussi que les monuments du passé, qui servent donc parfois à piocher plus de cartes, ils auraient pu avoir d'autres enjeux de tension, apporter encore autre chose. Alors peut-être que ça casserait l'équilibre du jeu, ça je peux pas vous dire, mais je trouve que le fait qu'on les engage pour piocher beaucoup, il y a peu de contrepartie. Par exemple, ça aurait pu être que si on les engage pour faire cette action, ça retire ou ça diminue les points qu'ils peuvent rapporter, ou ça annule leurs effets de fin de partie, quelque chose du genre qui rendrait le jeu encore plus tendu dans la gestion de sa main. Encore une fois, c'est une idée un peu en l'air, à laquelle j'ai pensé, qui a peut-être pas sa place dans la proposition. Dernier point positif quand même, la monnaie. La monnaie, c'est les cartes qu'on a en main, il n'y a pas d'autres ressources à part effectivement les tablettes, et vous commencez à savoir, moi, que les cartes qu'on a en main, c'est une monnaie que j'aime bien. C'est quelque chose qu'on trouvait dans Race for the Galaxy, évidemment. Plus récemment, c'est un des points positifs que j'avais moi dans Forêt Mixte aussi. C'est toujours un truc que je préfère finalement à une ressource annexe qui va être là de manière un peu artificielle, qui va juste être là pour dire tu vas piocher des cartes et en plus faut mettre en place des actions qui vont permettre de la récupérer. Je trouve que c'est des trucs qui parfois alourdissent un peu le jeu sans apporter grand chose. Là, le fait d'avoir comme seule monnaie les cartes, je trouve que c'est une très bonne idée. Donc je suis très content finalement d'avoir pris le temps de découvrir ce jeu. Encore une fois, de loin, il me faisait vraiment pas envie. C'est le premier jeu de son auteur, je dirais pas coup d'essai, coup de maître, mais en tout cas je trouve que ça éclate quand même pas mal de propositions de designers plus aguerris. Celui-là, c'est le premier de 2 jeux de Sashi ce mois-ci. Et petit disclaimer, alors j'en fais pas souvent, mais j'en fais un. La personne qui a fait la traduction française, c'est une connaissance. C'est un ancien participant de Proxy Jeux, même si pour le coup, je l'ai remarqué qu'après avoir joué au jeu. Alors perso,
tant qu'on est à la traduction, moi, en termes de titre, plutôt que avant que les invités arrivent, j'aurais traduit avant l'arrivée des invités, que je trouve plus élégant, mais bon, c'est du détail. Alors déjà, il y a cette patte graphique commune au jeu de l'éditeur japonais, c'est des visuels de Takako Takarai qui sont d'un charme incroyable. Moi, je trouve ça trop beau. Il y a ce côté un peu naïf, des traits très simples, qui tout de suite vont plonger dans un certain état d'esprit qui me touche particulièrement et que je vois assez peu dans le jeu de société. Alors j'avais déjà joué à Get On Board, j'avais pas identifié que le jeu était de cet auteur, notamment parce que je crois que la version de Yellow c'est pas la même illustratrice. Je vous avoue que maintenant j'en possède quand même quelques-uns et j'espère pouvoir y jouer et vous faire des retours dans les mois à venir. Alors au-delà d'identité visuelle, les thèmes qui sont proposés par les jeux, c'est au diapason en fait, et ça rencontre cette imagerie un peu naïve, un peu charmante, et ça s'éloigne un peu des habituels thèmes qu'on a en général en Occident. Alors dans celui-là, dans ce jeu, la famille, qu'on retrouve dans plusieurs jeux de l'éditeur, cette famille-là, avec ces personnages-là, on doit ranger la maison avant l'arrivée des invités. Et cette arrivée, elle est signalée par une carte qui met fin à la partie et qu'on peut avoir dans les X dernières cartes, ça dépend du nombre de personnes autour de la table. Et concrètement, qu'est-ce qu'il s'agit de faire ? On va juste ranger des objets de certaines couleurs avec les bons membres de la famille. Il y a une phase de récupération de lignes ou de colonnes dans un tableau de cartes. On va à la fois récupérer les membres de la famille et les objets, et ensuite on n'est pas obligé, mais on peut ranger certains trucs. On va essayer évidemment d'optimiser cette phase. Et enfin, il y a une troisième phase de temps en temps, c'est que s'il reste moins de 4 cartes sur la table après qu'on ait fini notre tour, on remplit le tableau, mais surtout, on rejoue tout de suite. Et finalement, alors au-delà de l'optimisation qui est assez évidente du rangement de la phase 2, c'est surtout on va chercher ce moment-là, ce moment où on va remplir le tableau et on va pouvoir jouer 2 fois de suite parce que ça offre évidemment pas mal de flexibilité et on gagne un coup en fait. Et en plus de gagner un tour, on va avoir un tableau complet parmi lequel choisir. Également, alors il y a une fin vraiment au coup près, c'est immédiat dès qu'on révèle la carte invitée. Alors il y a une toute petite flexibilité, on peut faire une dernière action, bref. Mais en tout cas, ça force à équilibrer l'envie de ranger plein de trucs d'un coup pour marquer plein de points et le risque en fait donc si on veut faire ça, on va forcément attendre un peu, mais on peut faire qu'un rangement par tour. Et du coup, ça entraîne le risque aussi de pas réussir à le faire, et si on n'arrive pas à le faire, en fait, les cartes qu'on n'a pas pu ranger vont nous rapporter des points négatifs. Alors, présenté comme ça, la façon dont je l'explique, on croirait que je parle d'un jeu à pas mal de strates de réflexion. En vrai, c'est vraiment un jeu tout con, vous pouvez jouer avec les enfants et tout. La plupart des choix sont assez évidents, on n'est pas face à un jeu très très marquant en termes de mécanique et de options, mais il a un petit truc quand même, un petit truc qui est charmant. Il y a cette rencontre entre le thème, sa retranscription visuelle, le côté très simple, et ça donne un tout vraiment cohérent et qui a à chaque fois un bon moment. Honnêtement, je pense que sans le thème et le travail de l'illustratrice, je trouverais ça pas très intéressant. Comme quoi, parfois, je peux être tout à fait sensible et que mon expérience de jeu soit complètement modifiée juste par ces éléments. Alors juste pour information, je crois que le jeu est ou va être disponible chez Helvetic, avec le titre Hygge, un terme danois qui retranscrit assez bien le sentiment de jeu, mais bon, avec des choix visuels autour d'animaux qui me parlent nettement moins. Cependant, il aura l'avantage d'être plus facile à trouver. Je pense qu'il sera dans la gamme des petites boîtes comme Kariba ou Bandido. Donc voilà, pas un inoubliable, rien de bien nouveau en termes de mécanique, des enjeux dont on fait très vite le tour, mais c'est quand même un jeu qui arrive à me faire ressentir des sentiments assez peu fréquents quand je joue à un jeu de société. Alors je vous ai parlé de Jérémy ces derniers mois. Il est temps de vous parler maintenant de Gaume, qui est dans le même coin, qui est un fidèle viewer, je le salue, et auditeur, parce que parfois il écoute plutôt en podcast. Et cette année, il m'a ramené des jeux d'Essen, et donc un grand merci à lui. Et du coup, comme il est pas bien loin d'ici, il est passé une après-midi à Strasbourg, on s'est posé au Philibar, qui est le barrage de Philibert. Et évidemment, plutôt que d'utiliser la ludothèque du bar, on avait ramené nos propres jeux. En l'occurrence, c'est Daruma qui l'a ramené à Essen, chez un éditeur espagnol. Il l'a ramené, et on est sur un petit jeu de dés à relance, où on va tenter de récupérer des Daruma, qui sont les cartes, selon des objectifs de début de partie. Et pour ça, on va essayer de placer des dés qui vont montrer des 1 sur les yeux des personnages, qui est déjà assez rigolo, parce que voilà, il y a ce côté un peu googly eye qui est assez cool. Et ce qui va lui donner sa petite patte, ce qui va le différencier de 26 milliards d'autres jeux du genre, c'est les petits pouvoirs différents à activer qui vont permettre plein de petites actions sur les dés. Et on va essayer évidemment d'enchaîner ces actions-là, d'optimiser l'enchaînement des actions pour récupérer les bons Daruma, en évitant de laisser des Daruma qui possèdent déjà un œil aux personnes suivantes, ce qui les avantage. Alors ça réinvente pas grand-chose, il y a en plus quelques tours avec des effets spéciaux, rien de folichon, mais je trouve que dans son genre c'est très efficace. Je trouve que les pouvoirs permettent parfois des enchaînements assez satisfaisants, la mise en scène est plutôt rigolote, donc une bonne pioche de la part de Gaume à Essen et merci de la découverte.
Celui-ci c'est un jeu de l'auteur de Mysterium, et clairement on est dans la veine de Dixit et de ses dérivés, puisqu'il s'agit de lier des images à du texte avec des belles cartes, qui sont sur de grandes cartes, et en essayant de se fondre dans la masse pour éviter qu'il y ait le tout ou rien, vous savez, il faut essayer qu'il y ait un petit peu des gens mais pas tout à fait, etc. etc. Alors comme toujours, la limite de ce jeu là ça va être des cartes qu'on va piocher qui vont être plus ou moins pertinentes. Aussi on va voir cette volonté parfois de garder des cartes pour d'autres tours, ou du fait de pas trop vouloir en révéler à l'espion, parce que oui, c'est un Dixit Light, mais avec un style de traître. En fait, autour de la table, il y a une personne active qui va décider du thème, qui va le proposer de manière écrite à tout le monde, sauf à une personne, et on saura pas qui est cette personne, et cette personne ne saura pas le thème dont il s'agit. C'est un peu comme dans un agent trouble, par exemple, en termes de système de jeu. Et en commençant par la personne qui a choisi le thème, chacune va révéler en sens horaire une carte, puis une suivante, donc chacune aura révélé 2 cartes au final, avant que le thème ne soit révélé, et qu'on défende un peu notre diff-tech pour assurer que non, c'est pas nous l'espion, et évidemment en même temps on va tenter d'identifier ce dernier. Alors en tant qu'espion on va forcément essayer d'identifier les thématiques des cartes qui sont déjà posées. Évidemment si on est espion alors qu'on est le deuxième ou la deuxième à passer, c'est plus compliqué, et surtout on va devoir avoir du bagou lors de la phase de discussion. Les limites que je pointais plus haut, justement les cartes qu'on a en main et tout, c'est en fait, au lieu d'être une limite dans le choix, ça permet aussi des arguments comme « Bah ouais, mais en même temps, ma main elle est pourrie, j'avais rien qui correspondait », ou bien « Ah ben, moi je voulais pas donner d'indice à l'espion, donc c'est pour ça que j'ai été un peu flou ». Et j'avoue que dans notre partie, on s'est plusieurs fois trompé, alors qu'au premier abord, tout ça paraissait assez simple, et on se disait « Bon, oui, ça va être facile ». Bah en fait, pas tant que ça. C'est sans doute peut-être un peu ma faute du fait que mon esprit soit un peu tordu, soit pour ça, soit parce que j'ai une mauvaise capacité à argumenter, mais j'ai souvent été désigné à tort comme espion alors que pas du tout, vraiment pas. Et moi aussi, parfois il m'est arrivé de m'égarer et de choisir des personnes qui étaient pas espions alors que je le pensais. Ce qui, je trouve, était une bonne surprise, c'est plus plaisant qu'un jeu où chaque tour serait évident. Au-delà d'un jeu d'association imagidée, c'est vraiment la capacité à argumenter qui est le cœur du jeu, et comme toujours, ça peut créer des déséquilibres potentiels autour d'une table. Pour certaines personnes, ça peut être difficile à vivre, pour des personnes qui aiment pas avoir utilisé le discours outre mesure. Et bon, côté score, là aussi on est du côté de Dixit, avec un truc dont on se fout pas mal, là où il y a des propositions comme Mysterium, ou plus récemment Stella, qui ont réussi à donner un peu d'enjeu à tout ça. Donc voilà, c'est pas un indispensable, c'est pas mémorable, je le ressortirai avec plaisir en barrageux ou lors de certaines rencontres. Il est pas dans ma ludothèque, il y arrivera sans doute pas. Je me demande s'il apporte vraiment quelque chose, notamment cet aspect espion, qui se veut sans doute l'aspect le plus original, mais il apporte pas tant que ça en termes de sentiment de jeu. Mais ouais, ma partie, j'y ai plutôt apprécié. C'est pas un jeu dans le genre que je proposerai en premier, je préfère 1000 fois Stella, mais si on me le propose, j'y jouerai avec plaisir. Après le disclaimer sur la traduction d'avant que les invités arrivent, en voilà un autre, encore plus important pour le coup, parce que c'est pas juste la traduction, mais c'est que je connais un peu un des auteurs, à savoir Thomas Cariat, qui lui aussi a participé pendant longtemps à Proxy Jeux, dont je faisais déjà partie, et c'est par ailleurs la Cariat, que vous pouvez aller voir, aller lire ici et là, c'est quelqu'un que j'aime beaucoup. Donc voilà, vous le savez, c'est un préambule transparent. Si vous pensez, ce qui est tout à fait légitime, que ça teinte mon avis, vous pouvez passer au jeu suivant. Alors perso, j'ai mis du temps avant de l'essayer sur BGA, notamment parce que je crains un petit peu d'essayer les créations de personnes dont je suis plus ou moins proche, parce que j'ai un peu peur de pas aimer et de pas trop savoir comment leur dire, surtout quand c'est comme Akane des personnes que je respecte. Alors quand je peux dire en ayant l'impression d'être sincère, parce que c'est peut-être qu'une impression, mais quand je peux dire que j'ai trouvé ça cool, je suis vraiment ravi, même si je pense que je le dirais aussi si j'avais pas aimé, mais ça me retient toujours un petit peu d'essayer des jeux de proches. Alors plusieurs fois la question, en fait, quand on discutait avec Akariat, quand il était chez Proxy Jeux, parce qu'on discutait pas mal, on s'est posé plusieurs fois la question, en parlant de Cartographers notamment, du rôle du joueur ou de la joueuse dans ces jeux-là, qui, plutôt que de rapporter un territoire existant, donc de cartographier, en fait souvent on est dans une espèce de god game, une espèce d'opposition de force supérieure où on va créer le territoire plus que le constater. Alors je sais pas si c'est ces discussions qui ont alimenté une partie du game design de Maps of Mysteria, ou si au contraire c'est des discussions qui ont émergé du fait d'essayer de créer un truc qui prenne un peu cette idée à contre-pied, mais peu importe, là c'est plus de l'anecdote, mais c'est une anecdote qui m'a offert moi un éclairage sur le jeu, et dans l'idée je trouve que le pari est plutôt réussi. Il y a un autre jeu dont je parlerai un peu plus tard et qui lui est antérieur, il y a ce choix qui est fait de proposer un espace commun, qui est le territoire réel, et une grille individuelle, qui est la représentation qu'une personne fait de ce réel. Thématiquement,
ces deux espaces-là ils peuvent différer, parce que les cartographes ils vont aller se promener et dire ah bah tiens là je vois une montagne, mais on leur a commandé des trucs, et peut-être que leur commanditaire préfère qu'il y ait de la forêt sur ce territoire. Du coup les cartographes, comme c'est des objectifs qui rapportent des points, peuvent être amenés à mentir, à transformer la réalité pour gagner ces points-là, même si voilà, c'est quand même cool si on fait un territoire personnel qui ressemble au territoire réel. Ce territoire réel, lui, il a besoin d'être visité 2 fois pour confirmer qu'à cet endroit c'est bien de la montagne. Il y a une personne qui dit oui c'est de la montagne, et ben il faut qu'une deuxième personne, enfin pas forcément, il faut que le fait que ce soit de la montagne soit confirmé une deuxième fois consécutive. Donc on peut dire c'est de la montagne, puis c'est de la forêt, puis c'est de la montagne. Dans ce cas-là, on saura pas c'est de la montagne parce que ça n'a pas été 2 fois consécutif. Par contre, si on dit c'est de la montagne, puis c'est de la montagne, c'est ok, ça pourra plus bouger, c'est de la montagne. Sachant que ça peut être confirmé par la même personne qui avait mis l'affirmation en premier lieu. Donc je peux tout à fait dire c'est de la montagne, puis redire c'est de la montagne, ce qui en termes de thématisation est un peu étrange, un peu moins pertinent que si c'est un concurrent ou une concurrente qui le valide, je trouve, mais bon, soit. Et moi, c'est vraiment cette idée-là que je retiens principalement de Maps of Mysteria, qui fait vraiment corps avec son thème, et notamment aussi au niveau de l'explication du jeu, ça permet d'expliquer de manière assez fluide en passant par le thème. Pareil du côté des effets des différents types de terrains, qui sont aussi assez évidents à expliquer et à comprendre par cette lorgnette du thème, parce que question points, puisque je l'ai dit c'est un jeu où on va essayer de marquer plus de points que les adversaires, c'est un peu moins enthousiasmant, on est sur des objectifs personnels assez classiques, on est sur du remplissage de grilles un peu à la patchwork où on perd des points si on remplit pas tout, on est aussi quand même un peu sur de la correspondance entre le réel et la représentation individuelle, sachant que je vois pas trop en termes de thématique pourquoi ça rapporte des points de faire correspondre du coup le réel à l'individuel, mais soit. Du coup je suis un peu déçu du but, même si la manière de concilier toutes ces manières de marquer des points c'est pas inintéressant dans l'absolu, ça pousse notamment à des choix dont j'aime bien les espaces de décision, parce qu'on veut faire correspondre le réel et la représentation. Mais si on veut le faire et donc valider vraiment des espaces, ça peut prendre du temps. Et ce temps-là, on le perd sur le remplissage global de notre grille perso, qui peut-être nous fera perdre donc des points à la fin de la partie. Et parfois, il va y avoir une contradiction entre le réel et nos objectifs, etc. etc. Du coup, de ce point de vue-là, la première partie est assez déroutante, avec pour ma part un score assez bas, parce que justement en fait j'étais vraiment trop sur la correspondance réelle et perso, et du coup j'ai pas beaucoup rempli ma feuille, et du coup j'ai perdu plein de points à la fin. Et aussi il y a un côté un peu de paradoxe à confronter, et à un moment il faut trancher. Il faut accepter que tant pis, je fais ça et je le choisis et je l'accepte. Le tout en prenant quand même en compte l'interaction avec les autres, parce que c'est un jeu où il y a de l'interaction, que ce soit par la modélisation du territoire, qui vont évidemment essayer de faire à leur avantage, par aussi il y a une petite mécanique à côté où on va revendiquer des territoires. Du coup c'est plein de petites forces qui vont s'opposer, qui vont donner un jeu qui, même si le jeu les règles sont assez simples, c'est pas un jeu qui s'offre facilement, c'est un jeu qui oppose de la résistance, qui est un peu contre-intuitif à plusieurs moments, et notamment si on essaie de commencer à calculer les différentiels de points de chaque action, bon courage. De mon côté, j'avais un peu peur du passage au physique avec la manipulation, avec l'empilement de dominos sur le plateau perso, mais il y a Hammer, que je salue ici, qui a pu essayer lui en physique, et il m'a dit que ça l'avait pas gêné au niveau de la manipulation, donc je lui fais confiance. Du coup pour ma part j'ai pas encore pu passer à la table, mais je le ferai avec plaisir, même si la version BGA me convient tout à fait. Donc c'est une assez belle proposition, assez forte dans sa cohérence, même si j'avoue que le but de ce que j'y fais, la façon de marquer des points me laisse un peu indifférent, c'est au moins un voyage que j'apprécie. On est reparti pour enchaîner quelques jeux de cartes, à commencer par Maskman de Taiki Shinzawa et Jun Sasaki. C'est un jeu qui fait partie des jeux du genre qui sont arrivés en France il y a quelques années, il date de 2014, mais aujourd'hui il est un peu plus difficile à trouver. Et donc on est dans du jeu de défausse et d'escalade, où il faut en plusieurs manches essayer d'avoir plus de points que les autres, sachant que si on est premier ou première à vider sa main, on va gagner plus de points que les suivants et suivantes, et si on est dernier, on va perdre des points. Et pour ça, comme on fait, on peut jouer maximum 3 cartes à chaque fois, mais le truc, c'est que ces cartes, qui représentent des masques de catcheurs ou de catcheuses, ces cartes, elles ont pas de valeur, elles ont juste des couleurs. Et donc, pour savoir si oui ou non on peut monter, il faut savoir si cette couleur est plus forte que l'autre. Mais sauf que la hiérarchie respective des couleurs, elle est pas là au début. On va devoir la définir petit à petit au fil du round, on va matérialiser ça par des petits jetons qu'on va placer en colonne au fur et à mesure des informations dont on dispose. C'est assez cohérent avec un thème qu'on pourrait juger un peu what the fuck, parce qu'en fait à chaque saison, on va jouer, si on est à plus de 2, on va jouer 4 saisons, et donc à chaque saison, on sait pas encore, les catcheurs ou catcheuses qui débutent, on sait pas à quel point ils sont forts et leur puissance relative par rapport aux autres. Donc pour dire que telle couleur est plus forte que l'autre, au début il va falloir mettre une carte de plus.
Par exemple, j'entame avec un orange, si la personne suivante met 2 roses, alors rose sera plus fort qu'orange jusqu'à la fin de la saison. Et par la suite, on pourra battre des cartes orange avec le même nombre de cartes roses. Si je joue 2 oranges, je peux le battre avec 2 roses. C'est pas forcément simple à visualiser ni à expliquer la première fois, mais la symbolisation permet de s'y retrouver, et une fois qu'on a l'habitude, tout ça c'est assez fluide, on peut se recentrer un peu sur nos choix, qui vont être peut-être un peu répétitifs. En gros, la stratégie ça va être d'essayer de placer certaines couleurs à telle ou telle place de l'échelle pour essayer de faire en sorte que notre main elle soit plus forte, pour qu'elle soit plus facile à vider que celle de nos adversaires. Le contrôle est pas total, loin de là, c'est assez difficile de sentir parfois le flux de jeu, parfois les tours succèdent aussi un peu contre nous sans qu'on puisse y faire grand chose, mais je trouve que l'équilibre global est plutôt bien dosé, et rejoint les bonnes propositions d'On Games, ça fait partie des On Games que je recommande fort, et son système, le système de hiérarchie mouvante il est assez fascinant, c'est peut-être un truc qu'on devrait montrer aux élèves de collège pour un peu apprendre des équations, des relations entre des valeurs. Je trouve aussi la cohérence qui est présente par le thème, parce que au niveau visuel, ça colle avec l'empilement des masques, et même par son genre, parce que voilà, on pose les cartes les unes par-dessus les autres, et moi j'arrive à visualiser sans peine des mouvements de combattants, de combattantes qui sautent des cordes pour écraser leur personnage, un peu comme on écrase nos cartes sur celles des autres. Des cartes toujours avec cette proposition d'un auteur néerlandais, a priori je crois que c'était un jeu qui était à un moment offert avec l'achat d'un autre jeu, et lors des Sun il était vendu pour pas grand chose. On est dans ce qui se présente vaguement comme un jeu de pli, mais finalement, bof, on est plus dans une espèce de puzzle qu'on tente de résoudre pour vaincre notre adversaire. Alors comme dans Quickshot dont je parlais le mois dernier, le but c'est de gagner le dernier pli. Le 4ème. Ceux d'avant ils sont là que pour préparer cette ultime confrontation, et on va essayer de mettre les chances de notre côté. Les cartes sont vite comptées, il y en a je crois une qui est écartée face cachée et une qui est écartée face visible, ce qui donne aussi une petite part de pari, voilà, mais juste qu'il faut, il y a un côté vraiment très très minimaliste dans la proposition, presque trop, mais qui mine de rien arrive quand même à faire son effet et laisse un peu de place au choix, du fait des 4 conditions de gain de pli, puisque c'est si on a posé la plus grande en menant, on gagne, ou si on a posé la plus petite, etc. Et selon qui gagne, on va se déplacer vers une condition qui va différer selon qui gagne le pli. Si c'est la personne qui mène qui gagne le pli, on va tourner dans la prochaine condition en sens horaire, et inversement si c'est la personne qui suivait qui l'a gagné. Alors je parlais il y a peu de James Rizzi de Knizia, je trouvais que c'était une proposition aussi très très réduite, et ça me laissait un goût de trop peu et d'inachevé. Alors ici les sentiments et le genre sont quand même différents, mais j'ai l'impression que je trouve la prise sur le jeu qui me manquait dans le jeu de Knizia. Alors ça reste une curiosité, presque un exercice de style qui va pas forcément marquer mon année, c'est pas un truc que je trouve non plus génial, mais je trouve qu'avec une main si petite, puisqu'on a que 4 cartes par main, c'est une partie aussi réduite, il y a quand même quelque chose qui arrive à être assez engageant pour que je vous le conseille et que je vous conseille d'essayer. Celui-là il traîne depuis des mois dans ma liste des jeux dont je dois peut-être parler, alors je savais juste pas où le placer, à côté il y a pas mal de jeux dans cette situation qui sont là, où j'attends quelques autres parties ou quelques autres configurations pour affiner mon ressenti. Alors c'est un jeu Planète Étuc, qui est sorti il y a quelques noms sous le nom Ambiente Abyssal, et c'est un jeu qui a une espèce de petit culte de la part de communautés de fans du genre. En général c'est, alors il est annoncé 2 à 3, mais les gens disent qu'il faut y jouer à 3. Et alors de manière générale autour de Taiki Shinzawa, il y a une espèce d'aura, j'ai l'impression qui parfois obstrue un peu sur les qualités ou non d'un jeu. Il y a ce côté où c'est Taiki Shinzawa, passons le bitou. Moi c'est un auteur que je trouve très brillant, très inventif, mais souvent j'ai un goût de trop peu et d'une espèce de curiosité qui manque un peu de raffinement, de développement. Donc voilà, moi Ambiente Abyssal depuis plus d'1 an je voulais y jouer, et du coup il est ressorti sous Planète Étuc. Et c'est la dernière fois que je l'appelle Étuc parce que c'est Planète Cute, voilà, Étuc c'est l'inverse de cute, et ça accompagnait en fait sur Kickstarter la ressortie de Time Palantrix, qui lui est devenu Twinkle Starship. Du coup je trouvais l'édition de cette collection assez sympa, donc c'était l'occasion de le récupérer. Alors on a d'abord fait un seul round, pas une partie complète, mais un round à 3. Alors autour de la table je vous avoue qu'on était tous assez dubitatifs, on n'a pas bien compris l'intérêt du jeu, sachant que mes camarades ils connaissaient pas du tout l'aspect un peu culte du jeu, et quand je leur ai dit vous savez c'est un jeu culte et tout, ils étaient là avec des grands yeux, et moi donc c'est moi qui avais le jeu, je me suis dit ouais, il y a peut-être un peu trop de fanboy et de fangirl dans ce milieu, mais bon, je veux bien me tromper, surtout que c'était juste un round, et donc j'y ai rejoué beaucoup, j'ai refait des parties à 2 et 3 avec différentes personnes, parce que j'aime bien quand même quand un jeu me challenge un peu et où j'arrive pas à comprendre son intérêt, où je me dis tiens, il doit quand même y avoir un truc, mais quoi? Et alors finalement, petit à petit, et je pense
que c'est pas un syndrome de Stockholm, j'ai appris à l'apprécier. Pas du tout au niveau du culte qu'il possède ici ou là, c'est vraiment pas, je trouve, un jeu du genre à posséder absolument, on est très loin d'un Scout ou d'un Crash Carrière ou quoi, mais c'est une porte d'entrée intéressante au jeu d'escalade, parce qu'il y a ce petit twist un peu de la double hiérarchie valeur-couleur, qui va dépendre des plis. Cela dit, il y a quand même beaucoup de moments dans le jeu où ça manque d'impact, où ça manque d'emprise sur ce qui se passe, beaucoup de coups automatiques qui semblent évidents, il y a trop de tours où vraiment l'intérêt il est très limité, mais quand même, il y a quand même quelques mains qui invitent à se poser des questions, à regarder un peu sa main, à prioriser la pose de telle carte plutôt que celle-ci. Et mine de rien, sur une partie complète, c'est quand même des moments qui arrivent suffisamment pour que l'ensemble soit dans l'ensemble plutôt agréable, notamment à 3 effectivement. Et au-delà de ces micro-choix, il y a quand même ce système qui, alors souvent, il est résolu directement si on joue 2 cartes, puisqu'on peut en jouer une ou deux. Si je joue 2 gris, on sait qu'on est sur de la hiérarchie par couleur. Si je joue 2-6, on sait qu'on est sur de la hiérarchie par valeur. Mais quand on joue qu'une carte, ça reste parfois dans l'incertitude. Et ça peut être le cas avec plusieurs cartes de suite, et ces moments-là, alors ça n'a pas vraiment un impact fou en termes de fenêtre de choix, mais c'est des moments rigolos. Et ça surprend les premières fois qu'on les rencontre, et c'est un élément qui invite un peu à faire découvrir le jeu. Alors bon voilà, donc culte jeu majeur, vraiment non. Mais ouais, Planet Cute, c'est un jeu qui a pas mal de faiblesses. Je trouve les moments intéressants trop peu présents, mais malgré tout, petit à petit, je l'ai ressorti avec plaisir plusieurs fois, et je serais heureux de le faire découvrir à de nouvelles personnes. On a pu jouer à ce jeu grâce au Pionfesseur qui l'a ramené lors d'une session, alors bon, c'était l'occasion. Alors c'est une curiosité avec un thème assez incroyable, et c'est un thème qui se ressent pas mal dans le sentiment de jeu, dans les dynamiques qu'il met en place, dans le langage qu'on va développer autour, de la manière dont on va verbaliser un petit peu. Il y a tout un système en fait qui va se créer dans la partie entre absorption, éjection, transformation, et tout ça, ça va être agrémenté de pouvoirs un peu pétés, qui parfois vont créer une interaction très forte ou qui vont apporter ici et là de la flexibilité. Et donc au-delà de ces cartes-là, les cartes, je crois que c'est des cartes gènes, on est face à quelque chose d'assez limpide quand on a compris le principe de base de l'alimentation des bestioles qui sont sur le plateau, qui là aussi en plus s'explique bien par son thème. Je parlais de Maps of Mysteria et je trouve que c'est un jeu où vraiment on arrive à l'expliquer thématiquement, et il y a presque un côté un peu roleplay. Alors c'est un jeu où on pourrait avoir peur que ce soit un peu abstrait, notamment que au début du tour, le placement de nouvelles créatures ce soit un peu calculatoire et tout, le temps de voir un peu ce qui va se passer, comment les courants vont évoluer, mais alors je sais pas, le jeu arrive à faire ça. Alors encore une fois, souvent c'est une question de dosage, mais là j'ai jamais été dans cette situation. Moi souvent c'est un élément que je rejette, le calculatoire. Alors évidemment, il y a quelques éléments d'aléatoire qui évitent le calcul complet, que ce soit le tirage de cartes, dont ouais, peut-être qu'on peut connaître la répartition, mais ici c'était la première partie et moi de toute façon j'ai pas de mémoire, et je connais pas la répartition des cartes, alors peut-être qu'après plus de parties c'est faisable. Et surtout, au-delà du tirage des cartes, qui va définir pas mal de choses en fait, il y a aussi potentiellement le lancer du dé, qui parfois va permettre de petits retournements. Alors souvent quand on lance le dé ça aboutit à de la déception, mais les moments où ça marche c'est très cool. Et 30 ans après sa sortie presque, parce qu'il date de 97 je crois, quand même Urzooper, un jeu qui a toujours son originalité dans le feeling qu'il apporte, dans son thème aussi. Moi j'ai un peu l'impression d'assister à une version sur table d'Agar.io, je sais pas si vous connaissez ça, moi je trouve ça assez incroyable, avec quand même un truc qui manque beaucoup par rapport à Agar.io, c'est le côté très hypnotique de ces espèces de cellules qui s'absorbent, qui se mangent les unes des autres, dont la hiérarchie bouge. Et pour moi, ce manque-là, il retire beaucoup quand même à l'ensemble. Ce qui fait que moi j'adore Agar.io, ce petit côté un peu regarder un aquarium qui vit. J'ai un peu moins ce sentiment dans Urzooper. Et je trouve aussi le système de points un peu plan-plan. Alors il y a un petit crescendo, on en marque de plus en plus. Mais je trouve que la phase qui rapporte les points, c'est un peu plat. Mais je sais pas, peut-être que structurer le jeu autrement, on est dans une course puisqu'il faut atteindre 40 points, mais je sais pas, peut-être que structurer le jeu un peu autrement, dans ce qui apporte la victoire, ça aurait peut-être permis d'autres enjeux, et de m'apporter un peu plus de frissons. Et alors le principal souci que j'ai avec Urzooper, c'est en fait cette durée, et le fait que c'est assez répétitif, et alors il y a une petite progression du fait des cartes, mais ça reste un peu léger, même si voilà, c'est rigolo de changer parfois un peu d'orientation. Mais moi en fait les sensations que le jeu avait à m'offrir, qui sont plutôt agréables, en fait je les avais toutes ressenties en 30-45 minutes, et du coup l'autre moitié de partie, puisque on est sur un jeu quand même d'1h30, 1h40, c'était juste une répétition de ces sensations, sans rien apporter de nouveau ou presque. Et ces sensations-là, si c'est des sensations incroyables, moi je veux bien les avoir pendant 1h45, là c'était pas le cas non plus, c'était pas assez fou pour que je me réjouisse de les ressentir tout ce temps. Donc ouais, une version un peu plus cadrée, avec un peu plus de tension peut-être une autre orientation en termes de scoring, je sais pas, en tout cas il manque pas grand-chose pour que ce soit un jeu qui soit top, mais clairement c'est une curiosité qui vaut la peine d'être découverte,
qui a très très bien vieilli, je trouve, beaucoup plus par exemple pour prendre un jeu de la même époque qu'un Catan. Et alors pour l'anecdote, en préparant l'émission, j'ai trouvé ce que vous voyez là, si vous êtes sur la version vidéo, une version contre IA jouable sur PC, gratuitement, qui est proposée par l'auteur et l'autrice sur leur site. Je vous mets ça dans la description. Alors, gardez quand même un récap des règles et des cartes à côté de vous, mais ça vous permettra peut-être de voir de quoi il en retourne. Alors, clairement, par contre, ça remplacera pas du tout ce que vous pourrez vivre autour de la même table. On repart dans les cartes avec ce premier né en interne de Randolph, je crois, un éditeur québécois qui c'était, ou c'est toujours d'ailleurs un barrageux et je crois un distributeur. Alors comme l'indique le nom, on va devoir faire des combinaisons comme au rami, alors que ce soit des paires, des brelans, des carrés, des quintes ou des suites, et faire ces combinaisons-là, ça permet de gagner des contrats. Évidemment, plus la combinaison va être compliquée et plus le contrat va valoir de points. C'est des contrats qui vont aussi servir de chronomètre, puisque selon le nombre de personnes autour de la table, finir un certain nombre de contrats va déclencher la fin de partie. C'est très classique, mais il y a quand même quelques trucs qui viennent pimenter les choses et donner des espaces de choix supplémentaires, qui sont juste ce qu'il faut pour que moi ça rentre vraiment dans ce qui me plaît. Alors d'abord, il y a des petits points de fin de partie en plus sur qui a fait le plus de contrats avec 5 cartes, qui a fait le plus de contrats cœur. Bon, c'est un petit truc, ça joue pas, ça joue un peu sur nos choix, mais c'est quand même assez basique, assez inutile, c'est vraiment pas ce qui me retient moi, en tout cas dans Romirami. Non, ce qui moi vraiment fait la différence et va me pousser à l'hésitation sur le tempo à donner à mon jeu, c'est justement les couleurs de cartes, qui sont cœur, trèfle, diamant ou cerise, parce que au-delà de potentiellement faire partie de ces majorités de fin de partie, c'est surtout que les contrats qu'on va réaliser, il y a sur chacun des contrats ces couleurs. Compléter des contrats, on peut le faire avec n'importe quelle carte tant que ça respecte les combinaisons. Mais si on complète les contrats avec des cartes de la même famille que la couleur du contrat, les cartes de cette famille qu'on a utilisées pour faire le contrat, on les met de côté, et c'est 1 point par carte à la fin de la partie, ce qui peut être beaucoup. Et ça suffit, je trouve, ce petit truc-là, à donner des enjeux à plusieurs moments. Ça donne de l'enjeu au moment où on prend les cartes dans la rivière. Je vais plutôt prendre celle-ci que celle-ci, parce que je vais faire tel contrat. Ça va donner de l'enjeu au moment de est-ce que je complète mon contrat maintenant parce que je peux, ou bien j'attends de le faire avec les cartes qui sont de la même couleur pour en plus scorer ces cartes. Alors comme toujours, c'est un jeu à rivière, difficile de prévoir vraiment son tour, parce que voilà, le choix va dépendre de ce que prennent les adversaires, que ce soit dans les cartes à jouer ou dans les contrats, mais bon, c'est quand même une situation qui reste assez vite évaluée, donc il n'y a pas beaucoup de downtime, ce qui ferait vraiment mal au rythme du jeu, c'est vraiment un jeu où il faut jouer, taper le carton. Pas de grande révolution, je sais pas ce qu'il en restera d'ici 1 an, mais moi, ma découverte sur BGA, ça a suffi à me convaincre de l'acheter, le jeu en physique, et de le sortir régulièrement depuis, et d'avoir grand plaisir à le faire découvrir. Le deuxième Sashi de la vidéo, cette fois il est pas tout seul, il est accompagné par Daryl Shaw, avec comme toujours les illustrations toujours aussi pertinentes de Takako Takarai. Alors celui-là est un peu plus ancien que le précédent là, dont je vous ai parlé, il est sorti en 2019 avec un très beau titre anglais, encore plus beau, je trouve que Souviens-toi c'était Remember Our Trip, je trouve ça magnifique, mais il est sorti cette année chez nous, c'est Matago qui l'a proposé, et donc il est un peu plus facile à trouver que la plupart des jeux de l'auteur. Alors je vous parlais plutôt de Maps of Mystera, et je vous disais qu'il y aurait un jeu un peu dans cette veine-là, c'est rigolo de voir ces deux jeux dans le même mois, parce qu'il y a cette vision commune de la contradiction entre un plateau personnel et le plateau commun, entre l'interprétation individuelle et la réalité, et malgré tout, malgré cette proposition commune, on est sur 2 propositions qui, malgré une vision partagée, il y a une approche quand même assez différente, que ce soit dans les dynamiques, dans la thématique, dans l'interaction, dans le sentiment de jeu. Alors l'interaction elle n'est pas absente de Souviens-toi, notamment quand on est plus que 2, puisque forcément il y a ce conflit entre plateau perso et plateau commun, il y a ces espèces de bagarres pour faire en sorte que la réalité nous avantage, mais c'est une interaction quand même moins tendue et moins violente que dans Maps of Mystera, notamment aussi du fait de la thématisation, parce que Maps of Mystera ça nous met en concurrence pour gagner des faveurs, des points, et dans Souviens-toi, même si le but c'est de gagner le plus de points, on a plus l'impression d'être dans une espèce de discussion où on va parler d'un voyage qu'on a fait ensemble et où on va essayer de faire se confronter nos souvenirs individuels et les confronter à la réalité vécue en collectif. Il y a ce côté qui est assez fort en termes de thématisation. Alors encore une fois, évidemment, ça se traduit par des points, mais on a moins le sentiment de s'affronter finalement que de partager une expérience presque commune. Et alors si la mécanique de placement des éléments sur son plateau, si la manière de marquer des points, c'est assez quelconque, c'est anecdotique, pas très intéressant, il y a quand même dans Souviens-toi quelque chose d'assez tendre, d'assez doux dans la proposition, et encore une fois je trouve que ça se marie à merveille à l'illustration un peu naïve de Takako Takarai, et le résultat final est vraiment charmant, et je me demande si
justement, plutôt que de faire s'affronter nos souvenirs, ça aurait pas été plus pertinent autour de cette idée du souvenir commun et du voyage passé ensemble de faire un jeu coopératif avec plus ou moins les mêmes mécaniques, je sais pas, mais en essayant un peu de créer ce souvenir collectif qui s'opposerait au souvenir individuel, là où on a parfois le sentiment dans Souviens-toi qu'on essaye de prouver juste qu'on a une meilleure mémoire que les autres dans la version compétitive, plus que de partager des moments vécus et s'en souvenir quitte à ce qu'ils soient faux. Donc je sais pas, en tout cas l'idée est charmante et juste je trouve la structure et la comment dire, la configuration du jeu en compétitif pas forcément pertinente par rapport à l'ensemble. Et alors si votre truc c'est vraiment la mécanique de jeu, que vous n'êtes pas sensible à ce que le jeu a pu évoquer comme sentiment chez moi, vous pouvez passer votre chemin. Vraiment, en sortie de ce conflit entre plateau perso et plateau commun, on est dans une proposition assez classique, pas passionnante, mais par contre si vous arrivez à vous laisser porter par une espèce de narration que je trouve l'ensemble du jeu propose, je vous le conseille vraiment. Moi mes parties à chaque fois c'est une petite bulle que font naître finalement assez peu de jeux de société. Le mois dernier, je vous parlais du raté de Quickshot, un CJ canaille sans grand intérêt et en plus avec plein de petits soucis d'édition, mais heureusement, à Essen est sorti Wizard's Cup, qui a été repéré par Cyrus de Proxy Jeux, qui a eu un gros coup de cœur dessus. Alors moi j'ai profité de leur présence sur place du coup pour lui dire si vous arrivez à me le prendre, go, d'autant que bon l'investissement en termes financiers et économiques était assez limité. Donc Wizard's Cup c'est vraiment un système de jeu, c'est un système de jeu uniquement à deux, où chacun et chacune on possède un deck qui va avoir les mêmes cartes, et voilà, on prend pour composer notre petite pioche de la partie, on va tirer une carte au hasard, puis on va composer son deck autour de cette carte-là, si possible, ça donne quand même une petite orientation, avec juste quelques cartes, il n'y a pas beaucoup de cartes, et il y a notamment parmi les quelques cartes qu'on va prendre, il y en a une qu'on va même mettre de côté pour la manche en cours. Et alors ce deck, il y aura maximum 3 manches pour la partie, et ça va rester le même. On va pas prendre des nouvelles cartes dans l'ensemble du deck, on va avoir juste les cartes qu'on a choisies au début de la partie. Pareil pour le deck de l'adversaire. Mais par contre, en début de partie puis entre chaque manche, on peut modifier l'ordre de sortie des cartes. On peut choisir l'ordre dans lesquels on va tirer nos cartes. On peut aussi échanger avec la carte qu'on a mis de côté éventuellement pour la manche, ce genre de truc. Et la résolution, c'est juste, on révèle les cartes les unes après les autres. C'est une bataille comme dans Challengers. On est donc, comme pour Challengers, dans la dynamique de l'auto-battler, un peu à la Teamfight Tactics, où le choix il se fait plus, sauf exception, pendant le conflit, mais vraiment entre les manches. Mais il y a quand même des différences avec Challengers. D'une part, c'est que le deck, je l'ai dit, pour la partie, il est tout petit, il y a juste quelques cartes, et il y a aussi notamment, quand même très important, qu'il n'y a pas dans Challengers, la possibilité d'organiser l'ordre de sortie des cartes, et enfin, le fait que on affronte le même adversaire plusieurs fois de suite, et le même deck aussi. Moi j'avais un peu peur, je vous avoue que ça crée une dynamique un peu trop calculatoire en se disant ah oui donc là il a ça, donc si je fais ci etc, et un peu d'analysis paralysis. En vrai finalement un peu comme dans un Marvel Snap ou quoi, le deck il est tellement petit que c'est pas le cas du tout, les parties ça dure 10 minutes et encore, et ce que rajoute c'est le côté affrontement successif contre une même personne et connaissance de l'ordre des cartes et détermination de l'ordre des cartes, c'est ce qu'il y a très peu dans Challenger, c'est la méta. Il y a le fait qu'on connaisse le jeu de l'autre, mais aussi, donc ça c'est la connaissance durant la partie, la manière dont il a fait sortir ses cartes lors des manches précédentes, mais si on joue plusieurs fois avec la même personne aussi, la connaissance de la manière dont cette personne joue habituellement, et mine de rien, ça change pas mal les choses, ça donne quand même un sentiment de jeu qui est bien spécifique, et qui fait que Wizard's Cup c'est pas Challengers du tout, quand bien même, on serait dans une même veine ludique qui commence juste à être explorée, c'est bien de voir qu'il y a des propositions différentes qui l'explorent. Et alors malheureusement, ce qui fait que c'est pas un top, c'est que c'est un jeu dont je trouve les cartes un peu faibles, ce qui est un problème dans les jeux où il y a quasiment tout qui est basé sur ces cartes. Il y a quelques pouvoirs qui m'ont l'air presque incontournables, il y en a d'autres qui vont marcher qu'en synergie avec un autre, et donc c'est vraiment 2 cartes qu'on va prendre plutôt qu'une. Il y a certains pouvoirs aussi qui sont un peu redondants, qui sont pas folichons. Donc voilà, il y a ce système de jeu qui est très bien. Moi j'aimerais beaucoup que, comme dans certains JCE ou JCC, ce soit juste une base à laquelle plus tard viennent se greffer des nouvelles cartes, avec des nouveaux pouvoirs, peut-être des nouvelles familles, que sais-je, des nouvelles dynamiques, tout en conservant l'aspect ultra concentré du système. Je sais pas à quel point c'est faisable si on rajoute des cartes, si justement le choix de quelques cartes parmi tout ça, ça va pas être plus compliqué, mais j'avoue que moi j'aimerais bien avoir d'autres cartes. À tout ça vous rajoutez quand même des visuels qui sont vraiment charmants, une petite boîte qui est de la bonne taille, et vous avez quand même, même si j'ai ces petites réserves là, une très très bonne surprise, et la preuve que malgré Quickshot, il faut continuer à s'intéresser à la production de CJ Canaille.
Voilà pour les trucs qui étaient pas mal, c'était vraiment la plus grosse partie de la vidéo, hein, vous l'avez vu en termes de temps. Alors je vous rappelle que tout est chapitré, hein, je l'ai pas dit au début, j'aurais peut-être dû, mais voilà, vous pouvez squeezer de l'un à l'autre, zapper. En tout cas, ouais, pas mal de choses plutôt cool, même s'il y en a qui, pour vous, seront peut-être un peu moins bonnes et qui finiraient dans les flops, ça j'en ai aucun doute, et j'ai aucun souci là-dessus non plus. Et ben voilà, on va pouvoir passer à la dernière partie, qui est le top du top. C'est parti donc pour les trucs que j'ai trouvé le mieux au mois de novembre. Alors celui-ci, là, le premier des tops, il attend sagement en fait depuis cet été de trouver un peu sa place dans les tops et dans les jeux du mois. Et les quelques parties que j'ai pu faire en physique ces dernières semaines, ça a confirmé toutes mes bonnes premières impressions, que ce soit en numérique ou même juste à la lecture des règles. Alors Harvest, déjà, c'est un jeu qui a une petite histoire incroyable, alors je vais pas m'attarder dessus, mais je vous mets un petit lien sur une vidéo qui explique un peu plus tout ça, mais à la base, pour faire court, c'est une commande en fait faite en 1992 par quelqu'un de Nintendo, à l'auteur, pour qu'en fait les gens puissent jouer au jeu en train au Japon, et ça a abouti. Effectivement, c'est un jeu qui est tout à fait pertinent dans la réponse à cette demande, à cette commande. Bon, aucune idée de si déjà à l'époque il y avait un mode solo ou à deux, mais en tout cas aujourd'hui c'est le cas. Alors le mode solo, bon, c'est pas totalement nul, c'est assez aléatoire, c'est un peu dépendant de la pioche, mais je vous conseille par contre vraiment le jeu à partir de 3, voire même 4. Je trouve que la saveur est quand même assez fade à 2, parce que tout le sel, toute la partie méchante et d'alliance temporaire va disparaître, parce que Harvest, c'est un jeu qui est super efficace, qui écrase en termes d'accessibilité la grande majorité des jeux qui aujourd'hui sont créés pour plaire un peu au plus de monde possible, mais qui là encore, et pour le coup lui il a été designé pour ça, ou en tout cas dans un but particulier, mais il n'y avait pas ce côté éditorial de « oh, on va essayer de le vendre à un maximum », et pourtant, ben voilà, en termes de simplicité, on fait difficilement mieux aujourd'hui en termes d'épure, parce que malgré donc cette fameuse simplicité, en fait, Harvest, il a une âme, ce dont manque la plupart des jeux aujourd'hui, et ça crée des parties et des relations très très fortes autour de la table. Alors son idée géniale, c'est la récolte, en fait c'est un jeu où on va récolter des fruits, enfin non, des légumes pardon, bref, en plaçant des cartes et en les alignant. Et cette récolte, en fait, l'idée géniale, c'est que du moment qu'une récolte a lieu au moins en partie sur nos champs, même si c'est pas nous qui déclenchons la récolte, et ben les légumes qui sont sur notre champ et qui font partie de cette récolte, on les récupère. Cette règle-là, qui est cumulée en fait à une règle qu'on peut avoir tendance à oublier, en plus d'oublier de piocher à la fin du tour, c'est que si notre champ à nous, puisqu'on a chacun ou chacune un champ, si notre champ est vide, on doit jouer chez nous. Et ça crée plein de dynamiques qui vont donner tout son sel au jeu, et du sel pour le coup il y en a autour de la table aussi, parce qu'autour de la table ça va discuter, on va essayer de se liguer contre une personne, on va proposer de préparer une récolte, on va dire hey, il y a du monde là qui est autour de la tomate, que ça intéresse, et en fait on va essayer d'attirer les gens à faire ça, alors qu'en fait cette récolte là on va finalement la compléter avec du négatif chez la personne qu'on a convaincue avant, donc en lui faisant prendre des points négatifs. On va parfois aussi pourrir une grosse récolte des adversaires en mettant une tornade. Il y a des tornades et puis une carte spéciale aussi qui est la récolte, un petit joker. C'est assez anecdotique. La tornade est plus rigolote, je trouve. J'avoue que plus de cartes un peu rigolotes comme ça aurait été bienvenu. Harvest, c'est un jeu où il faut jouer en causant, hein, en marchandant, en discutant. Et c'est un peu peut-être sa principale barrière, parce que j'ai eu des parties où les gens ils jouent pas comme ça, ou bien les parties à deux tout simplement, bah, c'est beaucoup plus plat. Même si le jeu en fait dans son game design, c'est un jeu de toute façon méchant, et qui va créer de l'interaction forte, et qui va révéler sa méchanceté, qu'on décide ou non d'être méchant. Et d'ailleurs c'est je pense l'autre chose qui pourrait écarter du jeu, c'est ce côté, cette méchanceté intrinsèque au jeu, où vraiment c'est un jeu qui pousse à se faire des crasses avec un grand sourire, en posant une carte comme ça, en faisant un grand sourire sadique à la personne qu'on va pourrir. Les scores aussi, voilà, ça peut être très différent, ça peut aller du 200 ou 40, sans qu'on ait vraiment le contrôle tout à fait de tout ce qui se passe, et on peut aussi avoir un gros sentiment d'injustice, que ce soit par la pioche, ou l'impression parfois aussi qu'on s'acharne contre soi. Donc moi, à chaque fois que je présente le jeu, je parle quand même de cette dynamique de jeu. Ça peut être difficile à vivre pour certaines personnes, et je dis alors par contre je vous préviens, c'est un jeu, il faut le jouer de manière méchante et en causant, et je vais avoir tendance à verbaliser pas mal mes alliances potentielles pour que ça prenne. Ce qui est peut-être un petit défaut, c'est voilà, il faut y mettre de soi un petit peu et créer la situation et le plaisir autour de la table, mais quand ça marche, c'est incroyable, ça écrase absolument
toute la concurrence actuelle. C'est un jeu qui pour moi, en plus d'être absolument très choupi dans sa version de 2023, c'est un jeu qui devrait être édité en français. Enfin, en français je m'en fous, mais édité pour être joué par le plus de monde possible, réédité ça, allez chercher ça plutôt que de sortir des trucs tous pareils qui vont apporter aucune émotion, comme c'est le cas un peu dans cette catégorie de jeux qui sont dits accessibles et qui en fait sont juste fades. Lui c'est un jeu qui est simple, qui est épuré, mais qui va apporter énormément autour de la table, et quel besoin on a de sortir des jeux pourris comme il en sort 26 milliards quand on a ça qui est introuvable. Les éditeurs, c'est votre taf aussi un moment d'aller chercher, alors on peut le faire aussi en tant que joueur, moi c'est ce que je fais, et du coup voilà, je trouve du plaisir, mais purée, c'est un jeu, j'aimerais tellement, à chaque fois je le ramène quand je peux le faire découvrir, parce que je me dis regardez-moi ça et tout le monde ou presque est convaincu, et c'est une preuve que ouais, des jeux aussi simples, ils peuvent être tous au fade, et moi lorsqu'on me sort le sempiternel, oui, mais c'est parce que c'est pas un jeu pour toi, c'est pour des gens qui débutent, c'est pas pour des gros joueurs, c'est pour des fameux non-joueurs, c'est du bullshit ça. Encore une fois, la durée et la complexité d'un jeu, ça a rien à voir avec le fait que je le considère moi comme bon ou non. À chaque fois qu'on sort ça, ça va plutôt être des arguments pour un peu discréditer des critiques, en disant facilement, en mettant en fait ces critiques de côté, sans se poser vraiment la question de la pertinence du jeu, on va vite conclure de « Ah oui, mais lui, c'est parce qu'il joue à Agricola, alors il peut pas aimer un jeu aussi simple que Harvest ». Ben si, en fait, évidemment. Donc voilà, avoir moi des contre-exemples comme celui-ci, c'est toujours hyper plaisant parce que ça coupe court au débat. Pour le coup, je dis bah en fait non, c'est faux ce que tu dis, parce que regarde, chez Harvest qui dure 10 minutes, qui est ultra accessible, qui est ultra simple, et je kiffe de ouf. Donc c'est pas ça qui fait que j'aime pas ton jeu pourri là que tu me présentes et que tu vas dire oui mais c'est parce que c'est pour ça. Il y a des jeux qui plaisent à plein de monde, qui sont accessibles mais qui sont bien en fait. Alors c'est un jeu, encore une fois, il est difficile à trouver hors import. Encore une fois, moi mon but dans la vie, c'est que le plus de monde joue à ce genre de jeu que je kiffe. C'est pas de faire le petit snob en disant haha regardez moi je joue à ça et tous les jeux auxquels vous jouez qui sont édités en français c'est tout pourri. Non, je m'en tape. Mon but c'est que tout le monde puisse le découvrir, aime ou pas, ça c'est une autre question, mais purée, s'il vous plaît quoi, comme aujourd'hui le plus facile pour trouver des jeux de manière globale et que le plus de monde y joue, c'est malheureusement le circuit d'édition, que voilà, le print and play et tout c'est plus compliqué. Pourquoi c'est pas édité ça? Pourquoi on s'acharne à éditer des trucs tout moisi, alors qu'un jeu comme ça il attend depuis 1992 d'arriver sur le marché français? Pourquoi? Je comprends pas. Donc bon, voilà, difficile à trouver pour l'instant. Si vous avez l'occasion, franchement sautez dessus. Moi je continuerai en tout cas à le faire découvrir à toutes les personnes que je peux. Et on va continuer avec des jeux qui arrivent avec peu de choses à créer beaucoup autour de la table. Bon alors pour le coup non merci, il est plus connu, il est plus simple à se procurer, mais de la même manière qu'Harvest, il est tout à fait possible aussi de ne pas adhérer à la proposition de Thorsten Gimler, quand bien même c'est un jeu pour le coup qui a acquis un petit statut de classique. Alors son idée toute simple, c'est d'avoir juste une ressource, et cette ressource elle sert, plutôt que d'acheter des choses, à refuser de prendre des cartes qui sont des points, puisqu'on veut avoir le moins de points possible, et c'est super élégant. Et tout de suite en fait c'est un système qui crée de la tension, qui crée des choix, et des choix qui vont avoir de l'impact sur la partie. Parce que récupérer une carte, c'est aussi récupérer tous les jetons qui ont été posés. Et donc, un potentiel pour par la suite refuser une carte qui nous ferait perdre encore plus de points. Et on sait aussi que, à un moment ou un autre, on ne va pas pouvoir tout refuser. On ne va pas pouvoir non plus prendre que des cartes qui valent 2, 3, 4, 5. Donc à un moment, il faut accepter de se dire, là c'est le bon moment, c'est un jeu de feeling beaucoup. Et ce qui vient achever le tout, c'est cette règle qui permet en fait, lorsqu'on prend, on prend des cartes dont la valeur est adjacente, et ben ça, on annule certaines et on compte que la carte la plus basse. Et c'est une petite règle à la con, dans le scoring. Mais ça change tout, parce qu'au-delà du fait que certaines cartes sont écartées et que du coup, en début de partie elles sont écartées, on a toujours donc le risque de pas avoir la bonne carte, donc on peut prendre le 24 et le 26, peut-être que le 25 il a été écarté de la partie, et ça on le sait pas. Donc ça moi j'adore ça, évidemment, mais surtout, ce système-là de grouper des valeurs, ça redéfinit complètement la valeur d'une carte en fait. Qu'est-ce que c'est la valeur d'une carte? C'est plus juste le numéro inscrit dessus, c'est pas non plus le numéro auquel on va soustraire le nombre de pièces de jetons qu'on va récupérer au passage, c'est autre chose. C'est une valeur en soi, parfois connue, parfois on la prend en connaissant un peu la valeur que ça va valoir, mais souvent c'est une valeur un peu incertaine qui va dépendre de ce qui se passe par la suite, donc ça introduit une dose de prise de risque, ça introduit un côté un peu pari sur l'avenir, et en même temps, donc ça c'est d'un point de vue personnel, ce qu'on va mettre en place chez soi, mais autour de la table ça va aussi être un nouveau moteur d'interaction, puisque les autres, si j'ai pris le 25, eh ben peut-être qu'ils vont essayer d'éviter que je prenne le 24 et le 23, et donc c'est des nouveaux
éléments de choix qui vont se mettre en place au cours de la partie. Donc c'est un système très très malin. Je trouve que c'est un système par contre auquel on peut ne pas du tout adhérer, c'est quand même particulier. Notamment on peut aussi ne pas saisir les subtilités que ça entraîne. Ça donne en général des parties très très ennuyeuses. C'est un peu le cas aussi avec Harvest, hein. C'est des jeux où les parties peuvent être ratées, on peut s'emmerder comme des rabords, mais quand ça marche, c'est fou quoi. Moi j'adore le système. On m'avait en fait prévenu depuis plusieurs mois qu'il fallait que je me penche sur Non Merci, parce que j'avais bien aimé Empire's End, là qui est sorti récemment en français. J'en avais parlé et j'aimais bien le sentiment de pression que ce système il introduisait. Et Empire's End, il a toujours été présenté comme un Non Merci un peu sous stéroïde et qui rajoute d'autres trucs pour avoir son identité. Alors justement, c'est cool, j'ai enfin pu jouer aux deux, et effectivement, impossible de pas faire l'affiliation, d'autant que je trouve que Non Merci, malgré l'efficacité du système, j'ai pas l'impression que c'est un jeu qui a connu tant d'héritiers que ça. Et alors, moi j'ai bien aimé Empire's End, hein, je vous invite à aller revoir ce que j'en disais il y a quelques mois. Je trouve qu'il réutilise très bien ce système, même si j'avais eu des réserves sur le jeu, qui sont pas dans l'utilisation de ce système. Perso, j'ai tendance à préférer l'épure de Non Merci, qui est vraiment centré autour de ce système et que de lui. Il s'embarrasse de rien et il y a cette tension qui est tout le temps là. C'est vraiment un système très très dépouillé. Et comme on dit, bah voilà, c'est un classique pour une bonne raison. Allez, on va repartir du côté du Japon comme Harvest et avec un jeu encore compliqué à trouver, mais lui aussi, c'est sûrement mon deuxième jeu du mois. Alors désolé, hein, les deux c'est des jeux pas faciles à trouver, mais je vous le conseille très très fort. On est dans un jeu qui a été créé par Muneyuki Yokuchi, et Muneyuki Yokuchi, peut-être que le nom ne vous dit rien, mais c'est l'auteur de Cat in the Box et de Yokai Septet, et donc c'est vraiment encore une fois la preuve que c'est pas des réussites par accident. Parfois c'est le cas, hein, parfois il y a des auteurs qui font des trucs super et qui derrière font que des trucs très moyens. Là non, ça fait quand même plusieurs jeux où vraiment ils prouvent qu'ils sait designer des jeux. Alors ici on n'est plus dans un jeu de pli, contrairement à Yokai Septet et Cat in the Box, mais on est dans un jeu, disons, de stop ou encore et de majorité. Alors son système de jeu, il rappelle vraiment les classiques du genre. On va tourner des cartes, si on retourne une carte d'une couleur déjà présente, va y avoir un malus très très classique. On l'a dans Captain Carcass, on l'a dans Circus Locati, on l'a dans Hit, mais pourquoi c'est dans les tops? Vous savez que moi j'aime pas les trucs qui sont plus ou moins des plagiats et qui ressemblent trop à d'autres trucs. J'aime bien quand il y a un peu d'identité dans un jeu. Justement, Oniwan Collection, il a d'autres cordes à son arc qui l'empêchent juste d'être un stop ou encore de plus, ce qui honnêtement, dans un monde où il y a Hit qui existe, a réussi plus ou moins à épurer le genre au maximum, c'est bon courage pour faire un stop ou encore qui a de l'identité. Comme d'autres jeux de cartes, Oniwan Collection c'est aussi un jeu où il y a 1-1, 2-2, 3-3, etc. jusqu'à 10-10. Et comme on est dans un jeu de majorité, comme je l'ai dit au début, on voit tout de suite ce que ça implique, et les conflits que ça va mener. Donc le 2, c'est facile d'avoir la majorité. Le 10, c'est un peu plus compliqué parce qu'il y a beaucoup plus de cartes. C'est un peu les mêmes dynamiques qu'on retrouve dans Startups, hein, chez On Games, que j'aime beaucoup aussi. Juste, être majoritaire dans le 10 ou le 1, de base ça change rien. Parce qu'à la fin de la partie, ça sera un seul point. Être majoritaire dans le 10, c'est un point, être majoritaire dans le 1, c'est un point. De base. Le truc, c'est qu'il n'y a pas que cette base. Parce que souvent, on va pas gagner en fait le même nombre de points, parce que au petit point qu'on gagne en étant majoritaire, on va y ajouter le fait qu'on va marquer les points des cartes de la même valeur possédées par son voisin ou sa voisine de droite. Et aussi, si jamais il y a eu des cartes défaussées parce qu'il y a eu des explosions, vous savez, le stop ou encore, il y a tout le temps des explosions, dans ce cas-là on défausse des cartes de certaines colonnes, et ben on va aussi compter les cartes de la défausse. Donc ça introduit plein de choix en fait, ça introduit le fait de faire exploser des trucs ou pas, ça introduit le fait de récupérer des cartes quand on sait qu'on est à la droite de la personne majoritaire dans telle valeur. Et également il n'y a pas une rivière à laquelle on va rajouter des cartes comme dans un Circus Flocati, c'est pas un truc un peu fixe, ou comme dans, je crois que c'est 10 aussi qui est plus ou moins comme ça, mais c'est plutôt des colonnes, le nombre de colonnes va dépendre du nombre de joueurs ou de joueuses, et le remplissage de ces colonnes là va un peu rappeler Coloretto, c'est-à-dire que on peut à notre tour soit récupérer une colonne, soit tirer une carte et la poser dans une colonne, vraiment à la Coloretto. Notamment, aussi, ça fait penser à Coloretto dans les sentiments de jeu où on va se dire une fois que j'ai tiré ma carte, je vais la mettre là ou là, ça va avantager telle ou telle personne, au point que parfois, quand on a tiré la carte, bah en fait, vu la carte que c'est, mieux vaut faire exploser une colonne et récupérer la seule carte qu'on vient de piocher, plutôt que de laisser à autrui l'opportunité de récupérer toute une colonne avec cette carte. Et alors vous rajoutez encore à ça des petits symboles qui vont rapporter un point par symbole. Alors de base on va se dire ouais c'est assez anecdotique ça parce que c'est juste un point, mais je vous rappelle que une majorité complète c'est aussi un point, donc c'est pas si faible que ça. Et du coup au moment où il faut jouer, au moment où il faut choisir si oui ou non on prend une colonne, ou on tire une carte et où on pose cette carte, il y a plein de petits trucs qui s'allument dans le cerveau et qui vont se faire ah attends mais si je fais ça, ça fait ça, ah oui mais si je fais ça, ça va apporter des points peut-être à mon voisin tout à l'heure, etc. Et vous avez également aussi
hein, on est dans un jeu de majorité, et contrairement à Startup, c'est pas un truc où à la stupide vautour, si on a autant de cartes tous les deux, par exemple j'ai 4-10 et l'autre a 4-10, ça s'annule pas. Non, il y a la dernière personne à prendre une colonne, donc celle qui potentiellement a pris le plus de risques, prend le jeton premier joueur ou première joueuse. Ça paraît pas grand chose, mais déjà ça permet d'être premier ou première au prochain tour, mais surtout c'est en fin de partie que ça va être très convoité ce petit jeton, parce qu'il permet de briser les égalités de majorité. Et croyez-moi, c'est pas rien. Du coup voilà, Only One Collection, ouais, ça aurait pu être vraiment juste un stop ou encore de plus, un jeu de majorité de plus, mais par l'assemblage de tous ces éléments, par la manière dont tout ça crée des fenêtres de décision intéressantes, il parvient à être vraiment beaucoup plus que ça, et être, pour moi c'est un petit incontournable de ma ludothèque. En plus de ça, son mode de base, il a aussi des petites cartes personnages que j'ai pas utilisées. Il est illustré de manière toute choupinette aussi par Osamu Inoue, qui est aussi derrière la version 2023 de Harvest, et qui est aussi derrière Cat in the Box, hein. D'ailleurs il y a un petit easter egg dans Only One Collection, on retrouve le chat de Cat in the Box. Il marche aussi à deux, j'ai joué à deux, il y a une petite règle un peu spécifique, mais je trouve que c'est pas mal du tout. Alors par contre, juste petit point, le jeu il est annoncé de 30 à 60 minutes, et pour le coup j'ai jamais dépassé le quart d'heure de partie. Alors c'est pas un problème, hein, au contraire, hein, c'est un jeu très bien rythmé et tout, vraiment en termes de partie je suis ravi que ça dure cette durée, mais sachez-le parce que ça vous évitera juste de faire comme moi, et de renoncer à le sortir à la première fois en disant « Ah non mais là on va pas avoir le temps, c'est 30-60 minutes et tout », donc du coup on n'avait pas fait la partie, alors qu'on aurait totalement eu le temps. Et on finit cette vidéo avec une très bonne surprise qui est Phantom Inc, qui comme non merci est chez Gigamic, est assez simple à trouver pour le coup, et pour lequel j'avais entendu ou lu des retours assez mitigés, au point que voilà, on était passé à Paris ludique je crois, bon on était que 3 donc c'est à partir de 4 donc on ne s'y était pas arrêté, mais c'est vrai que en le voyant je m'étais dit bon non peut-être pas, hein, ce que j'en ai entendu ça avait pas l'air ouf. Et finalement ma première partie je l'ai faite à 11 personnes, alors que le jeu il est annoncé de 4 à 8, et bon honnêtement à 11, aucun souci, c'est un jeu en équipe, hein, donc on a joué en 2 équipes, même si je me doute que bon voilà, la limite de personnes, la limite de 8, c'est là pour un peu optimiser les discussions et la manière dont les rôles peuvent tourner. Tant qu'on est dans la fiche signalétique, la durée de 15 minutes pour le coup, c'est un peu bullshit, ça me paraît très sous-estimé, même à 4, hein, des différentes parties que j'ai faites, on était pas du tout à 15 minutes, plus entre 35-45 minutes, donc c'est un peu l'inverse de Only One Collection, ne le lancez pas si vraiment vous êtes un peu juste en termes de temps. Alors l'idée générale c'est que c'est un jeu en 2 équipes, et dans chaque équipe va y avoir un fantôme et un ou des médiums. Les 2 fantômes, leur but c'est de faire deviner un mot à leurs partenaires respectifs, et ça va être le même mot qu'on doit faire deviner, et pour ça, les médiums vont avoir des cartes questions, et on va passer à chaque tour 2 questions au fantôme qui va devoir y répondre, à une des 2 en tout cas. Faut savoir que la question qu'on nous pose en tant que fantôme, notre adversaire fantôme ne la connaît pas. Alors la réponse fait partie du plaisir de jeu, il y a cette petite mise en scène là, quand on donne la réponse, puisqu'on écrit lettre par lettre sur le petit carnet, qui est très joli par ailleurs, mais il y a cette petite mise en scène, ouais, ça colle super bien avec le thème, et vraiment on se représente très bien des espèces de lettres qui s'écrivent une par une dans l'air, un peu dans une séance de spiritisme, c'est vraiment très pertinent de ce point de vue-là. Et en termes de choix, cette astuce du lettre par lettre, elle est aussi là pour offrir au médium la possibilité de dire « Stop, c'est bon, tu peux arrêter d'écrire ton mot », et en général c'est quand on pense savoir où notre fantôme y va en termes de mots, et qu'on veut éviter de donner trop d'indices à l'équipe adverse. Mais parfois on arrête un peu tôt, et on s'en rend compte qu'après, parce que en tant que médium on dit « C'est bon, stop », et puis après on va faire un petit débrief, on va se rendre compte qu'en fait on pense pas tous au même mot qui était en train d'être écrit. Donc ça c'est assez rigolo quand ça arrive, ça me rappelle un peu certaines interactions, certaines discussions de sides que j'avais bien aimé aussi. Alors cette interaction, ces discussions entre médiums, c'est une des grandes parties du plaisir de jeu, et du côté des fantômes, quand on écoute nos partenaires discuter, que ce soit dans la bonne ou dans la mauvaise direction, il y a toujours ce petit plaisir qu'on a dans tous les jeux du genre, hein, où on est là et puis il faut essayer de rester de marbre, mais on se dit oh punaise, mais où est-ce qu'ils vont bien? Oui c'est ça, allez continue. C'est toujours un plaisir pour moi en tant que fantôme ce genre de truc. Et si on est le fantôme adverse, et ben pendant que l'autre équipe joue, on n'est pas le cerveau inactif pour autant, notamment parce que c'est ce que je disais plus tôt, on connaît pas la question qui a été posée. Et quand bien même, en tant que fantôme adverse, on s'en fout un peu de la question et de la réponse, parce qu'on peut pas communiquer avec nos médiums, donc on va pas pouvoir lui donner des indices. Mais juste, ça permet, moi en tout cas, j'essaye de comprendre ce qui est écrit, le mot qu'a écrit mon adversaire, et de deviner la question qui a été posée. En tout cas, ouais, moi c'est vraiment la façon dont je fonctionnais, et en termes d'interaction, des fois tu regardes l'autre fantôme, avec un regard un peu étonné, un peu dubitatif, et juste ça stimule et ça permet de pas être inactif pendant la moitié de la partie. Alors je vous passe d'autres détails, hein, y a plein de petites règles annexes, mais dans l'ensemble ouais, j'ai trouvé Phantom Inc très convaincant. Après, on est dans un genre de jeu que moi j'adore, dans la veine un peu d'un décrypto, avec moins de subtilité, moins de génie quand même, avec une explication par contre un peu plus simple, mais qui a aussi, ouais, au-delà
de cette explication qui est peut-être plus simple, il y a une mise en scène quand même bien spécifique, et on retrouve pour le coup ce sentiment de devoir un peu jouer l'équilibriste entre j'aimerais bien trouver des indices pour mon équipe, j'aimerais bien ne pas trop en révéler pour éviter de trop aider l'équipe adverse, ce qui est vraiment le cas dans des cryptos. Alors cela dit, je trouve, bon, j'ai parlé de la limite de 8 qui peut un peu être abolie, je pense, sans aucun souci, mais je trouve que le jeu à 4 ou 5 est beaucoup moins intéressant parce qu'on va perdre toute la partie en fait de discussion entre les médiums, puisqu'il va y avoir un fantôme et un médium, voilà. Et cette partie-là, ça procure à la fois du plaisir au médium et au fantôme, donc je conseille plutôt d'y jouer à partir de 6, même si le système et la mise en scène restent solides à 4 quand même. En tout cas, ouais, je suis vraiment ravi d'avoir pu l'essayer, parce que avec les retours que j'avais, je l'avais un peu mis de côté, et sans cette opportunité-là en soirée jeu, honnêtement, j'aurais pas fait l'effort de plus m'y intéresser. Donc j'espère que si c'est aussi votre genre de jeu, j'ai pu le mettre sur votre radar si vous étiez un peu dans ma situation. Voilà, on arrive donc au bout de la vidéo après ces 4 tops que je vous engage à essayer si vous en avez évidemment l'occasion. Alors, je vais refaire mon petit big up que j'avais fait le mois dernier, je crois, à Catch-Up et puis à Yellow. Alors, il n'y avait pas de jeu Catch-Up, mais merci Yellow pour le travail sur les ressources et presse. Il y a vraiment, j'aimerais tellement que tous les éditeurs fassent pareil, c'est-à-dire un petit fichier, un petit dossier là sur le site presse qui nous emmène vers un drive où il y a tout, les vidéos, les images, les logos, c'est super. Si vous êtes éditeur ou que vous travaillez chez un éditeur, allez sur leur site et inspirez-vous de ça, c'est vraiment top. Alors Yellow est un gros éditeur, ils ont les moyens peut-être de le faire, mais franchement c'est vraiment super, donc merci à eux. Quand bien même les jeux sont pas bons, au moins le travail de communication autour l'est, même si je crois que ce mois-ci j'avais pas de jeu trop pourri de chez Yellow, j'avais Ancient Knowledge qui était plutôt cool, donc voilà. Merci à Yellow pour la mise à disposition de ça, et inspirez-vous de ça du côté professionnel. Sinon, vous qui regardez, vous en foutez de tout ça parce que ça vous intéresse pas, et ben je vous invite à partager la vidéo, à commenter les découvertes que j'ai fait, est-ce que vous aussi vous avez essayé des trucs introuvables et que vous me conseillez, ou bien des trucs tout à fait trouvables et que vous conseillez également, ou bien des trucs tout pourris que vraiment vous conseillez de ne pas mettre les mains dessus. Je vous souhaite une bonne fin d'année 2023, ça va faire à peu près 1 an que je fais ces vidéos, si on compte le bilan ludique, voilà, il y en a eu une pour chaque mois, je crois qu'il y a eu juste mai-juin où il y en a eu une pour les 2 mois, mais sinon, je suis content d'avoir réussi à tenir ça. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez du format après 1 an, si vous voyez des évolutions, si vous en voudriez, hein. J'ai rajouté le petit bandeau en haut à gauche de la vidéo là sur demande, donc n'hésitez pas à demander si vous voulez. En tout cas, prenez bien soin de vous pour cette fin d'année, si vous fêtez quoi que ce soit, fêtez-le bien, prenez soin de vous, prenez soin de vos proches, et puis jouez bien si vous jouez en fin d'année, je vous le souhaite. Il y a notamment Phantom Inc là que je vous conseille de jouer à beaucoup, et Harvest si vous êtes d'humeur méchante. En tout cas, prenez bien soin de vous, à une prochaine, donc sûrement début janvier je pense pour la prochaine vidéo, et il y aura également évidemment un bilan 2023 à venir, qui viendra sûrement courant janvier ou par là. Encore une fois, prenez soin de vous, faites attention à la santé, etc. Mangez bien si vous aimez manger, mais faites quand même attention. Ciao!